Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle webconférence Actu Environnement, co-organisée cette fois-ci avec le Salon des maires et des collectivités locales. Alors, à la sortie de la crise de la Covid et alors que les premiers effets du réchauffement climatique commencent à se faire sentir, comment est-ce que les collectivités locales s'emparent de la transition écologique? C'est le fil rouge des 3 tables rondes qui vont se succéder ce matin, avec un tropisme particulier sur la première table ronde concernant l'optimisation des services essentiels, traduisez l'eau, les déchets, l'énergie. Une deuxième table ronde consacrée à la prévention des risques, pour finir donc sur la question, lors de la dernière table ronde de cette matinée, sur l'économie sociale et solidaire. Durant ces 3 tables rondes, je vous rappelle que vous aurez la possibilité de poser vos questions grâce à l'interface qui est située juste en dessous de cette fenêtre de visualisation. N'hésitez pas à vous en emparer, à nous faire part de vos remarques. Nous aurons l'occasion de les prendre en fin de discussion avec nos intervenants. Et donc avant de commencer la première des tables rondes, j'ai le plaisir de vous proposer un regard croisé entre Stéphanie Gay. Bonjour Stéphanie. Bonjour David. Vous êtes directrice du Salon des maires et des collectivités locales. Merci d'être avec nous aujourd'hui. Et Sébastien Maire qui est délégué général de France Ville Durable, une association qui vise à capitaliser, diffuser et appuyer la mise en œuvre des expertises et savoir-faire en matière de ville durable. Bonjour Sébastien, vous m'entendez? Bonjour, oui, je vous entends très bien. Parfait. Écoutez, merci à vous deux d'être là. Donc effectivement, je le disais pour cette première séquence, un regard croisé, savoir comment est-ce que les collectivités locales s'emparent de la transition écologique. Alors pour commencer, je vais vous passer la parole, Sébastien. Savoir, est-ce que vous avez vu une évolution avant et après la crise Covid? Est-ce que la manière dont les collectivités locales s'approprient ou s'intéressent à la transition écologique a évolué? Alors oui, tout à fait. À la transition écologique et à la résilience. La résilience était considérée avant la crise du Covid comme quelque chose d'un peu flou, d'un peu vague, peut-être une nouvelle mode dans la gestion des collectivités locales. Et bien sûr, la crise que nous avons vécue, que nous sommes toujours en train de vivre, est venue révéler toute la vulnérabilité de nos systèmes urbains, territoriaux, de nos sociétés, face à un certain nombre d'événements, de crises auxquels nous ne sommes pas forcément préparés. Dans le même temps, nos territoires, le pays et le monde a connu un nombre croissant d'événements directement liés au dérèglement climatique. Les inondations inédites depuis qu'on a commencé à les mesurer, la même chose pour les tempêtes, des feux de forêt dans des territoires qui n'en avaient jamais connus, etc., etc. Donc cette prise de conscience a beaucoup progressé et je trouve qu'il y a eu un moment fort, enfin un moment révélateur de ça, ce sont les dernières élections municipales et puis communautaires qui ont vu la désignation de nombreux adjoints, adjointes, vice-présidents ou vice-présidentes en charge de la résilience et de la transition écologique. Donc les collectivités aujourd'hui sont en demande d'outils, de méthodes, pour élaborer des stratégies de résilience ou plutôt pour intégrer ces questions de résilience, de préparation aux aléas auxquels vont être confrontées leurs collectivités dans les années à venir. On parle d'adaptation au dérèglement climatique par exemple, mais pas que. La résilience, c'est le prisme plus large, transition écologique et sociale. Et ce qui est très intéressant, c'est que les entreprises aussi commencent sérieusement à travailler sur ce sujet. Au sein de France Ville Durable, on a des grands groupes traditionnels qui font un travail remarquable sur ce que veut dire ce besoin des territoires et des collectivités en matière de résilience et de transition pour adapter leur offre de services pour ces territoires. Alors, vous nous parlez de transition écologique, vous nous parlez d'entreprise, vous nous parlez de social. Est-ce qu'il faut y voir finalement dans ce terme résilience une nouvelle appellation du développement durable? Sachant que votre association s'appelle France Ville Durable. Le développement durable, vous savez, il est de plus en plus challengé, considéré un peu comme un oxymore. Le développement ne pourra pas être exponentiel et infini, quel qu'il soit. Et la durabilité, c'est plus la recherche de l'équilibre face notamment aux limites planétaires. Vous savez, c'est cette fameuse théorie du donut qui est de plus en plus utilisée par des collectivités. Il faut concevoir les activités humaines et économiques entre un plancher social et un plafond environnemental. Et ce qui est intéressant, c'est que cette approche de la résilience comme outil de la transition écologique des territoires, elle fonctionne aussi pour conduire la transformation et la transition écologique.
Ce paradigme, il est utile si on ne la conduit pas, notamment parce qu'il va falloir se préparer à davantage de chocs, d'aléas, etc. Mais il va être également utile pour conduire, pour engager la transformation écologique, économique, sociale des territoires, qui elle aussi va demander de la résilience. Parce que c'est plus d'une transition en réalité dont on a besoin, c'est une bifurcation, c'est le terme qui est de plus en plus utilisé. Le rapport du GIEC nous l'a rappelé il y a très peu de temps, il reste une dizaine d'années pour inverser les trajectoires. Après, ça va être beaucoup plus compliqué. Donc on a besoin de bifurquer, ça va entraîner beaucoup de bouleversements. La résilience peut aussi aider, avec sa vision systémique, son souci permanent des effets cascades, à mieux gérer cette transformation au niveau des collectivités, des territoires et des entreprises. Donc effectivement, quand on vous écoute, on comprend qu'il y a bien un avant et un après crise Covid, effectivement que désormais on va plus loin. Alors Stéphanie, donc le Salon des maires, c'est l'événement de référence pour les élus locaux, pour les collectivités locales, pardon. Comment est-ce que vous entendez, avec cet événement qui se tiendra bientôt, et vous pourrez nous rappeler d'ailleurs les dates, vous allez accompagner cette tendance ? Alors oui, donc le Salon des maires se tiendra du 16 au 18 novembre à la Porte de Versailles à Paris. Alors cette tendance, comment dire, pour nous, elle s'appuie aussi sur énormément de sujets du quotidien des collectivités. Donc nous nous sommes attelés avec notre équipe, mais surtout nos partenaires et l'ensemble des entreprises qui participent au salon, à réfléchir à une proposition, à une offre qui réponde mieux aux besoins et aux attentes des collectivités. Ce sujet de la résilience fait partie du quotidien, finalement, de nos acteurs, notamment au travers des services essentiels, c'est-à-dire qui est un peu la base aussi de l'activité de nos collectivités, notamment dans certains secteurs qui ont attrait à la transition écologique, comme la gestion de l'eau, la gestion de l'énergie, mais également les déchets. Tous ces sujets-là nécessitent effectivement d'être aussi repensés, replacés dans des stratégies plus résilientes qui répondent à une nécessaire adaptation sur des enjeux bien sûr climatiques, mais également économiques et sociétaux, avec une nécessaire adaptation aux territoires sur lesquels on se situe. Ensuite, les systèmes hydriques vont nécessiter des adaptations liées bien sûr aux épisodes d'inondation, aux épisodes météorologiques. La production de l'énergie devient plus sobre, les solutions en termes de mobilité, on parle beaucoup aussi de décentralisation des modèles et de nos réseaux pour nous rendre justement plus autonomes, plus indépendants au niveau des territoires bien sûr, mais finalement aussi au niveau du pays. Donc tout ça, ce sont des sujets que le Salon va traiter au travers d'une offre d'exposition, bien sûr de solutions, mais également au travers d'un programme de conférences qui donnera la parole de manière croisée, un peu comme ce matin, entre les collectivités, les acteurs du secteur privé, mais également les experts issus des fédérations, associations professionnelles et du monde associatif. Ça, c'est aussi une des spécificités du Salon, c'est de se dire que finalement, face à tous ces sujets, comment travaille la collectivité sur le territoire ? C'est bien au travers de collaborations, de coopérations, qui seront aussi certainement nouvelles dans les temps à venir, notamment les échanges et les relations entre les collectivités et la recherche sont un sujet qui peut-être était moins travaillé auparavant et va nécessiter sur ces enjeux de la résilience plus de collaboration. Voilà, donc au niveau du salon, on a essayé de travailler cela, c'est-à-dire remettre aussi en lumière les fondamentaux, les nourrir de nouveaux acteurs. Les fondamentaux, c'est quoi ? Et bien justement, c'est de retravailler sur ces services essentiels, se redire mais finalement c'est quoi le quotidien du maire ? Les maires sont très pragmatiques, vous savez, c'est-à-dire qu'on ne va pas les aborder avec On va pas les aborder avec des sujets stratosphériques à horizon 10, 15 ou 20 ans. Eux, ils répondent à des sujets du quotidien. Donc notre obligation, notre rôle en tant qu'événement, c'est d'être utile à ces besoins du quotidien, donc d'y répondre de cette manière-là. Ensuite, effectivement, nous sommes attachés à enrichir l'offre de nouveaux sujets. Effectivement, il y a de gros acteurs qui se sont adaptés, qui proposent des solutions, mais ce qui est aussi intéressant, c'est que tous ces nouveaux sujets appellent aussi de nouveaux acteurs et des entreprises de plus petite taille. Notamment, quand on parle de résilience, l'économie sociale et solidaire, c'est une vraie solution sur les territoires qui est portée par des citoyens. C'est aussi la création d'entreprises, de jeunes entreprises sur le territoire. Ça donne lieu à des solutions qui sont parfois beaucoup plus adaptées aux besoins territoriaux, notamment dans les territoires ruraux. C'est créateur d'emplois. Enfin, il y a tout un tas de sujets comme celui-ci que vous pourrez découvrir sur ce salon qui a été réorganisé aussi pour que le visiteur puisse cheminer assez naturellement en fonction de ses besoins et de ses attentes vers les solutions et les experts. Vous parliez de l'eau, des déchets, de l'énergie, mais le Salon des maires, ça va au-delà. Il y a de l'éducation, il y a du sport, il y a de la sécurité, tout ça, donc effectivement, dans maintenant, ce que je comprends bien, une logique de résilience des territoires.
Alors, la résilience est un sujet, mais il n'y a pas que celui-ci. Hein. Nous, on a beaucoup de sujets liés à l'inclusion également qui sont présents. Le vivre ensemble est un grand sujet du Salon des maires. Vous l'avez dit, donc le salon est organisé aujourd'hui sur 9 grands domaines. La construction et l'aménagement, hein, qui est un sujet extrêmement important, notamment en début de mandat, puisque les gros investissements, notamment en termes d'infrastructures, sont décidés aussi en ce moment. Vous avez un grand secteur lié à l'énergie, un autre à l'environnement, un grand secteur lié à la sécurité et à la protection. Quand on parle de sujet de résilience, on en parlera tout à l'heure avec la NCTS, le sujet de la gestion des risques, qui en fait est sous la responsabilité des gens en charge de la sécurité sur les territoires, donc fait l'objet aussi d'un grand secteur. Nous avons des sujets liés à la transformation numérique. On parle de résilience, la transformation numérique en sortie de crise Covid. On voit bien que tout a été bouleversé, qu'il y a énormément de solutions nouvelles et de nécessité aussi de travailler avec les collectivités pour qu'elles intègrent des solutions et aussi peut-être des nouvelles organisations chahutées un peu par ces enjeux du numérique. Et le sociétal, sur le Salon des maires, c'est la vie de l'humain, hein, de la naissance à la fin de vie. La collectivité est responsable de nous, donc tous les services qui ont attrait à nous accompagner de la naissance à la fin de vie sont sur le Salon des maires, mais également un grand secteur lié à la culture, au sport et aux loisirs, parce qu'un territoire doit être résilient, mais doit aussi être attractif, doit être aussi en capacité j'ai envie de parler de ces fameux services essentiels, non essentiels. On a parlé de services essentiels. Moi, je travaille dans l'événementiel, cette fameuse activité non essentielle. Je dirais que justement là, au salon, on va également s'attacher à montrer à quel point ces sujets-là sont essentiels à la qualité de vie qu'un territoire résilient, ou aussi un territoire qui est en capacité de garder sa population sur son territoire, les jeunes et les moins jeunes. Merci Stéphanie. Sébastien, vous y serez sur le Salon des maires? Oui, bien sûr, et avec grand plaisir. France Ville Durable sera présent, ses membres, ses adhérents, on a notamment sur le Lab Résilient, mais pas que, pour présenter des solutions, des méthodes, des réalisations déjà sorties de terre qui sont compatibles avec les enjeux et la transition écologique, qui sont déjà menées par des collectivités locales, des entreprises, des experts et même par l'État. Nous avons un grand plaisir à participer au Salon des maires. Eh bien, merci à vous deux donc, pour ce regard croisé qui pose le socle quelque part donc, des tables rondes de cette matinée. Je vous propose que nous enchaînions sur la table ronde, la première table ronde consacrée donc, à l'optimisation des services essentiels. En attendant effectivement de cette table ronde et mes invités qui me rejoignent, je vous propose de regarder un court reportage vidéo de Romain Pernaut qui est consacré à la modernisation de l'usine d'eau potable de Choisy-le-Roi et vous le verrez de traque contre les fuites d'eau dans le réseau de distribution. A tout de suite. Visite à Choisy-le-Roi à l'occasion du chantier de modernisation de l'usine de production d'eau potable du syndicat des eaux d'Île-de-France. Avec une production moyenne de plus de 300 000 m3 d'eau par jour, distribuée à près de 2 millions d'habitants du sud du bassin parisien, c'est l'une des usines de traitement les plus importantes de France. Opération phare, le renouvellement des filtres à sable pour un coût de 50 millions d'euros. Mais les principaux investissements sont ailleurs. Contrairement à ce que beaucoup pensent, ce n'est pas les usines de traitement qui coûtent cher pour l'eau potable, c'est le réseau. On a 8800 km de réseau sous 151 communes en Île-de-France, donc plus de 80% du patrimoine, c'est le réseau. Et donc la motivation pour réparer un réseau ou le renouveler, ce n'est pas une motivation de calcul de rentabilité économique. C'est une motivation de qualité de service. C'est également des économies de ressources parce que moins on perd d'eau dans le réseau, moins on prélève dans les rivières et c'est mieux pour l'environnement. Depuis 2019, le rendement du réseau de distribution du SEDIF atteint 90%. Une belle performance comparée à la moyenne française qui plafonne à 80%. Mais ce sont encore 30 millions de mètres cubes d'eau qui sont perdus chaque année. L'objectif, diagnostiquer en temps réel le réseau grâce à des capteurs et faire la chasse aux fuites. On va avoir des capteurs qui s'attachent à observer la qualité, qui vont notamment mesurer le résiduel de chlore. Ça mesure aussi la pression. On va avoir aussi les capteurs qui écoutent le réseau de manière à détecter s'il y a des fuites et donc à aller les réparer le plus rapidement possible. Donc les capteurs sont nos yeux et nos oreilles du réseau. 1700 sondes permettent aujourd'hui d'écouter 2000 km de réseau. S'ajoutent des capteurs dits haute fréquence en cours d'expérimentation, capables de relever 128 mesures à la seconde. L'avantage de ces capteurs, c'est de pouvoir observer des phénomènes qu'on ne pouvait pas observer avant. Et ces phénomènes, c'est des variations de pression qui peuvent être très très brutales. C'est ce qu'on appelle dans notre milieu les coups de bélier.
Ils peuvent être générés par des tirages très très brusques sur le réseau. Par exemple, une piscine qui se remplit, plus communément des tirages sur poteau incendie. Donc là, on voit un phénomène de coup de bélier. Et donc on est sur un pas de temps inférieur à la seconde. Donc là, on voit que la pression a diminué très rapidement dans le réseau. Elle est remontée. Donc c'est une dépression qui est relativement importante, qu'on n'aurait pas pu observer en fait avec un capteur de pression classique. Le déploiement de ces capteurs nouvelle génération s'inscrit dans le plan de rénovation globale du patrimoine du CEDIF. Coût total des opérations, 1 milliard d'euros. Retour sur le plateau donc d'Actu Environnement pour cette première table ronde, comme je le disais, consacrée aux services essentiels, premier levier de la transition écologique des territoires. Alors ils ont montré leur capacité d'adaptation, vous l'avez vu durant la crise Covid. On va voir maintenant comment est-ce qu'ils peuvent se mettre en situation de résilience par rapport aux défis à venir, notamment évidemment le défi du réchauffement climatique. Aujourd'hui, donc, pour parler effectivement de l'adaptation, de l'optimisation de ces services, j'ai le plaisir de recevoir Michel Maillat. Bonjour Monsieur Maillat. Bonjour David. Vous êtes vice-président d'Amorce et maire de Tramail, une petite communauté d'1 millier d'habitants qui est située en Saône-et-Loire. Tramail, je n'ai pas écorché le nom? C'est parfait. Eh bien écoutez, c'est parfait, tant mieux. Et Dominique Ramard, qui est président du syndicat d'énergie des Côtes-d'Armor, qui est en duplex avec nous donc depuis la Bretagne. Et vous êtes vice-président de la commission énergie renouvelable et maîtrise de l'énergie de la FNCCR. Vous m'entendez, monsieur Ramard? Oui, je vous entends. Bonjour à tous. Parfait. Ben, écoutez, merci à vous deux donc, d'être là pour discuter, vous l'aurez compris, plutôt d'énergie, puisqu'effectivement, quand je parlais tout à l'heure de services essentiels, on avait cité l'eau, les déchets et l'énergie. Force est de constater qu'avec nos intervenants de ce jour, nous allons tout particulièrement nous consacrer aux thématiques énergétiques avec d'une part la question de l'énergie en tant que telle, mais également la question de la performance énergétique des bâtiments. Et donc pour commencer cette table ronde, durant laquelle je vous rappelle que vous pouvez nous adresser vos questions grâce à la petite interface qui est située juste en dessous de cette fenêtre de visualisation, je vais commencer avec vous, Monsieur Ramard. Comment est-ce que les services sur lesquels vous avez capacité d'observation, comment est-ce que ces services se sont adaptés lors de la crise Covid? Comment est-ce qu'elles ont fait face pour pouvoir répondre aux enjeux prioritaires et collecter les déchets, produire de l'eau potable, traiter les eaux usées, produire de l'énergie? Donc, tout d'abord, ça nous est tombé dessus comme sur n'importe qui. Moi, j'étais donc à l'époque maire de ma commune, pas encore renouvelé dans mon mandat de maire parce que entre une élection municipale et puis une élection du bureau municipal, et puis des élections intercommunales qui n'avaient pas encore eu lieu au niveau du renouvellement des instances communautaires. Oui, effectivement, je ne l'ai pas dit, vous êtes également maire de Saint-Juvat. Voilà, je suis maire de Saint-Juvat, une petite commune des Côtes-d'Armor située sur le territoire de Dinan Agglomération. À l'époque, j'occupais le poste de vice-président en charge de la gestion des déchets. Et donc, forcément, ça a d'abord été la première problématique à laquelle on a dû répondre, c'est que malgré les confinements, il fallait absolument collecter les déchets. Et ce qu'on peut dire tout simplement, c'est que le service public a fonctionné durant cette période difficile. Il n'y a pas eu de difficulté particulière à collecter les déchets et à assurer une pérennité du service de collecte des déchets. Hormis, bien sûr, les déchetteries que nous avons été amenés à fermer. Et c'est là, finalement, qu'on a eu la plus grande difficulté par la suite. C'est au moment de la réouverture des déchetteries qu'il a fallu absolument accueillir les usagers. Et on doit dire sur Dinan Agglomération, encore une fois, les fonctionnaires territoriaux, les agents de nos collectivités ont été formidables. Ils ont finalement prêté main forte, quel que soit le service dans lequel ils appartenaient. Je me rappelle avoir vu des maîtres nageurs donc du service sport être venus donc accueillir les usagers dans les déchetteries parce que des fils se formaient à l'entrée de nos équipements. Et donc, d'une certaine manière, il y a une solidarité entre les agents qui s'est exercée. Et ça montre bien qu'une certaine manière, on a su nous répondre aux difficultés de réorganisation du service à ce moment de la crise Covid, notamment lors du premier confinement et du premier déconfinement. Michel Maillat, même point de vue, du côté de Tramail, ça s'est finalement bien passé, malgré quelque part l'électrochoc que ça a constitué? Alors, dans le dernier mandat, j'étais justement président du syndicat des ordures ménagères locales, donc une 60aine de communes.
Et on a rencontré rigoureusement les mêmes difficultés, c'est-à-dire qu'on a pu faire fonctionner notre service de collecte, ramassage, traitement, mais effectivement, pour des raisons d'effectifs, on va dire, nous avons fermé les déchetteries, surtout que les filières n'étaient plus très stables derrière. Hein. Et donc, à la réouverture, effectivement, on a rencontré les difficultés avec files d'attente. Même en milieu rural, on se retrouvait avec des files qu'il fallait gérer. Tout le monde voulait venir en déchetterie. Bon, finalement, on voit effectivement que sur deux territoires très différents, la Bretagne mais également la Saône-et-Loire, on retrouve les mêmes problématiques. Quelque part, c'est heureux, ça permet d'échanger les bonnes pratiques, les retours d'expérience. Alors ça, effectivement, donc on le disait, c'était au moment de la crise Covid, en cœur, hein, au moment de déconfinement. Maintenant, pour l'avenir, par rapport au fait qu'on est en train, et on l'espère tous, de sortir peu à peu de la crise Covid, on est en train de voir effectivement on a vu tout à l'heure, plutôt que la prise de conscience de nécessité de transition écologique avait avancé au sein des collectivités. Par ailleurs, le monde bouge, plus de télétravail, de la délocalisation de gens qui habitaient dans des zones très urbanisées au profit des zones rurales. Comment est-ce que cela, Monsieur Ramard, impacte aujourd'hui votre territoire ? Et qu'est-ce que vous faites évidemment pour vous y adapter? Alors, je vous parle de la Bretagne. Donc forcément, un territoire aujourd'hui qui vit le changement climatique de manière particulière. Nous, aujourd'hui, on a plutôt une climatologie, une météo qui est perçue comme étant favorable dans son évolution. Ce que l'on gère aujourd'hui, c'est une forme d'attractivité supplémentaire de la Bretagne au regard de ce que les gens imaginent comme climat futur. J'ai eu des échanges réguliers là, avec un certain nombre de professionnels, notamment de l'immobilier, qui nous disent qu'on va devoir gérer une forme d'émergence de Riviera bretonne, que l'on ne souhaite pas particulièrement. Mais en tout cas, on a des jeunes retraités qui viennent s'intéresser à la Bretagne pour pouvoir vivre une belle retraite dans un climat qui, selon eux, serait plus adapté aux dernières années de leur vie. Donc du coup, si je comprends bien, et en y mettant des guillemets, vous vivez un afflux de pré-réfugiés climatiques. Alors je mets des guillemets parce que par ailleurs, il y a des gens qui vivent des choses horribles dans d'autres régions du monde, mais si je comprends bien, il y a un mouvement de population vers la Bretagne notamment parce que les gens estiment qu'il y fera meilleur vivre que partout ailleurs en France. Voilà, on estime que 300 000 habitants supplémentaires viendraient rejoindre la Bretagne d'ici 2030. Donc ça veut dire qu'il faut qu'on puisse les accueillir. Donc ça veut dire aussi des conflits potentiels entre ceux qui habitent déjà en Bretagne et donc avec les pressions que ça peut exercer sur l'immobilier et donc notamment l'accès à la propriété ou tout simplement l'accès à un logement. Donc d'une certaine manière, la première problématique qu'on va devoir avoir gérée, c'est comment cet afflux de population va pouvoir finalement être accepté par les habitants actuels de la Bretagne. Donc c'est presque un problème de riches en guillemets, mais n'empêche qu'on voit bien que par rapport au réchauffement climatique ou au changement climatique, on a des problématiques aussi sur l'acceptation sociale qui vont être très corrélées à la question donc, de l'environnement. Alors, oui, parce que j'imagine que ça crée aussi des problématiques de réorganisation sur les services essentiels, notamment l'énergie. Déjà, l'énergie, c'est une question un peu problématique en Bretagne. Vous êtes en bout de chaîne, quelque part, en bout de ligne. Plus d'habitants, j'imagine que ça va poser des problèmes. Voilà, donc de fait, il y a cette activité du territoire et donc le besoin, l'obligation même de pouvoir répondre à ces services publics pour cette nouvelle population. Donc, d'une certaine manière, ça peut nous obliger à programmer aussi des investissements de façon à ce qu'on puisse, territoire par territoire, répartir la façon dont les collectivités vont pouvoir donc répondre à cette demande d'installation supplémentaire de population. Si je reviens à mon mandat de président du syndicat départemental d'énergie des Côtes-d'Armor, on est aujourd'hui amené à programmer des travaux alors qu'auparavant, on gérait plutôt au fil de l'eau, c'est-à-dire que nos moyens financiers et humains nous permettaient pratiquement de répondre à toutes les sollicitations des communes ou intercommunalités qui faisaient appel à nous. Désormais, on va devoir sans doute programmer année après année, sur des périodes sans doute de 3 à 5 ans, la façon dont on va pouvoir gérer les demandes de branchement électrique,
éventuellement en lien aussi avec cette vulnérabilité électrique, notamment de la Bretagne, l'accueil d'énergie renouvelable sur le territoire, de façon à, d'une certaine manière, assurer des équilibres électriques locaux par rapport à notre capacité à faire et aussi à la capacité des réseaux à tenir. Alors effectivement, la question énergétique, elle est prégnante, d'autant qu'aujourd'hui, on assiste à une flambée des coûts de l'énergie. Quand on parle de flambée de coûts d'énergie, forcément, ça donne encore plus envie que d'habitude de l'économiser. Michel Maillat, comment est-ce qu'on s'organise dans votre commune pour essayer de faire en sorte que l'entretien énergétique du patrimoine communal coûte moins cher? Alors je dirais, on n'a pas attendu cette dernière année pour s'en occuper au niveau de notre commune. Je vais vous donner un petit exemple sur justement la consommation d'électricité pour les activités communales, c'est-à-dire les bâtiments et l'éclairage public. En 2007, nous consommions 400 000 kWh sur une année. En 2017, nous sommes passés à 117 000, c'est-à-dire que nous avons plus que divisé par 3 notre consommation d'électricité sur la commune. Ceci étant, nous avons travaillé donc sur l'extinction de l'éclairage public, par exemple, sur l'optimisation de notre chaufferie biomasse avec de grosses pompes, etc. On a pu diviser par 2 la consommation de ces pompes, et aussi sur les bâtiments, avec du changement de vecteur énergétique pour le chauffage. Nous continuons maintenant dans une lancée. La prochaine étape est, et je pense qu'on va l'atteindre en 2024, d'assurer l'équivalent de notre consommation d'électricité grâce à des panneaux photovoltaïques, aux installations de panneaux photovoltaïques. Localement, on va dire qu'on va atteindre une municipalité à énergie positive. Bravo, bravo à vous, voilà. C'est exemplaire, effectivement. Je suis ravi que vous en parliez sur ce plateau et que ça donne des idées à d'autres communes. Alors, est-ce que, arrivé à ce stade, alors même si vous n'êtes pas encore arrivé au stade de commune à énergie positive, est-ce que c'est facile pour une petite ville rurale? Parce qu'on l'entendait tout à l'heure, Sébastien Maire, effectivement, qui était ancien adjoint à la ville de Paris, donc avec des moyens en ingénierie importants. Quand on est une petite commune, j'imagine que c'est un peu plus difficile. Alors, vous soulevez effectivement la difficulté, c'est-à-dire l'ingénierie, le point de départ de toutes nos actions. Quand on est dans des petites communes rurales, nous n'avons pas le personnel ad hoc pour initier ces actions. Donc, on est obligé de faire appel soit à du tissu associatif, soit à des privés, à des bureaux d'études privés, pour pouvoir enclencher ces actions. Et c'est vrai que c'est vraiment un point très important dans le milieu rural. Je pense que c'est un point de blocage pour beaucoup d'élus. Beaucoup d'élus. J'imagine que ça coûte cher de faire appel à du privé. Alors ça coûte cher de faire appel à du privé, on est d'accord, mais après, sur des projets d'ampleur, le coût ingénierie initial est minime en fait, rapporté au projet. Je vais prendre un exemple. Là, on est en train de travailler sur un projet de création d'un institut de travail en économie sociale et solidaire. On aura peut-être 1,5 million de dépenses. L'ingénierie pour la programmation nous coûte 24 000 €. Donc tout est relatif. Alors, vous parlez effectivement de moyens financiers. Le plan de relance prévoit 4 milliards pour accompagner les collectivités dans leur transition. Est-ce qu'à votre avis, c'est suffisant? Est-ce que ça va dans le bon sens? Alors, les effets d'annonce vont dans le bon sens. Après, je dirais, il faut voir sur le terrain comment ça va se passer. Nous avons la chance d'être petite ville de demain, donc on nous a annoncé 3 milliards pour à peu près 1000. On a fait une petite division, on s'est dit tiens, ça va nous faire 3 millions pour la commune de Tramail, c'est super. Pour l'instant, je n'ai pas vu le premier euro arriver. Et donc, j'attends de voir... Ils sont où ces euros pour l'instant, à votre avis? C'est la question que nous posons, en particulier au préfet, en particulier au gouvernement. Est-ce qu'on va être avec des dotations supplémentaires en DETR, DSIL par exemple? Voilà, décryptez-nous les acronymes parce que chacun a les siens. D'accord, excusez-moi, voilà. DETR, dotation d'équipement des territoires ruraux, DSIL, dotation de soutien à l'investissement local. Très bien. Et ça fait effectivement partie, alors c'était des dispositifs qui existaient avant le plan de relance. On nous annonce un plan de relance, mais les milliards qu'on nous annonce sur ce plan de relance, on s'aperçoit qu'on les retrouve en fait dans ces anciennes dotations. Donc, j'ai pas l'impression qu'on va
véritablement avoir de l'argent supplémentaire, hein, c'est peut-être une réorganisation interne dans la loi de finances ou autre. Par contre, ce que je ressens très clairement sur ce mandat, moi j'en suis à mon 5e, donc j'ai une certaine antériorité, c'est une dynamique véritablement vers l'environnement sur toutes les collectivités, l'État et j'entends aussi les régions, etc. On nous incite à devenir éco-responsables de plus en plus. On va dire que vous êtes déjà bien avancé. Alors, il y a un autre aspect, effectivement, vous évoquez quelques acronymes que je vous ai demandé de décrypter. Il y a un autre aspect, un autre acronyme qui est le CRTE. Est-ce que vous pouvez nous le décrypter, lui aussi, et de voir effectivement comment est-ce qu'il se concrétise, puisque manifestement, ces contrats, au départ, j'ai donné un petit bout de l'acronyme, n'étaient pas forcément très clairs pour tout le monde. Alors, contrat de relance et de transition écologique, sachant qu'avant il y avait le CTE, c'est-à-dire le contrat de transition écologique, c'était très clairement orienté donc, sur la transition écologique. Là, on a inclus le mot relance. Ces contrats, je dirais maintenant, ils sont à l'échelle de l'intercommunalité. Il y a plus de 800 et quelques contrats qui sont signés ou en cours d'être signés pour que les intercommunalités, justement, s'engagent dans cette transition écologique et définissent des actions qui vont dynamiser les territoires et qui vont aussi créer de l'emploi, qui vont créer beaucoup de synergies. Dominique Ramard, vous avez le même sentiment, vous, de votre côté, sur effectivement ces effets d'annonce qui méritent encore d'être concrétisés pour que vous puissiez disposer des moyens, effectivement, d'entamer plus que jamais la transition écologique ? Oui, enfin, même si je ne veux pas charger l'État ou le gouvernement sur ces questions-là, moi, ce que je trouve un peu étrange, c'est qu'on a eu tendance à regrouper dans une même boîte un grand nombre d'outils qui existaient auparavant. Et effectivement, après, on dit, regardez, vous avez un contrat de relance et de transition écologique. Du côté des collectivités, notamment celle à laquelle j'appartiens, dit dans l'agglomération, ça fait des années qu'on essaye de programmer les projets conduits par les communes ou par l'intercommunalité, d'y amener une forme de cohérence à l'échelle territoriale et d'aller ensuite contractualiser avec l'État, la région, le département pour en fait mieux utiliser les moyens financiers, humains disponibles. Alors aujourd'hui, on a une coquille qu'on nous a proposée et qui a changé en fait la présentation qui en est faite. Mais d'une certaine manière, ça montre bien aujourd'hui que la transition écologique ou la relance économique doivent passer par les territoires, que c'est bien la fédération des communes et des intercommunalités qui va permettre d'accélérer ces transitions et ces réponses aux crises. Et d'une certaine manière, on va y amener de la qualité parce que parallèlement, des outils comme le plan climat air énergie territorial, des outils aussi comme un plan alimentaire territorial, vont permettre d'impliquer les élus, la population, il ne faut pas oublier non plus cette nécessaire concertation, et ensuite de dérouler des programmes plus pertinents et sans doute plus proches d'atteindre les objectifs qu'on s'est donnés en termes de réponse au changement climatique. Alors effectivement, pour revenir sur ces notions d'outils, en matière de rénovation énergétique, on entend souvent dire, Michel Maillat, qu'il faut massifier. Comment est-ce qu'on peut y arriver quand on est élu local ? Alors, il faut faire attention au terme de massification parce que ce n'est pas le nombre de projets qui compte. Pour moi, ce qui compte beaucoup, c'est déjà le nombre de projets de rénovation globale. C'est-à-dire qu'on s'attaque effectivement au bâtiment et on le remet à neuf dans les normes, non pas actuelles, mais plutôt les normes futures. C'est-à-dire on vise l'excellence. Mais on travaille sur l'ensemble, je dirais, des chantiers. On ne s'occupe pas simplement du changement de fenêtre ou de la chaudière. Pour moi, je dirais, le plus important, c'est faire une rénovation vraiment globale pour avoir un projet qui tienne la route et qui économiquement revient moins cher que la rénovation par étapes qui donne un moins bon résultat. La rénovation par étapes, vous allez vite fait avoir 4 dossiers sur un même bâtiment, alors qu'en fait, la rénovation globale, c'est un seul dossier. Donc, c'est pour ça que la massification, le nombre, pour moi, c'est à interpréter. Et donc, nous avons les outils maintenant pour pouvoir faire ces rénovations.
Nous avons des maîtrises d'œuvre, nous avons des bureaux d'études spécialisés, on a des règlements, on a des lois, on peut aller au-delà et je pense qu'il est indispensable que nous le fassions. Tout à l'heure, on parlait de transition écologique. Moi, je dis que si on ne réussit pas cette transition écologique, dans 10 ans, nos enfants, ça va être une révolution écologique qu'ils auront à subir. Ça sera différent. Le dérèglement climatique, alors je vais aller un petit peu à l'encontre de mon collègue, il s'en réjouit peut-être un petit peu en Bretagne. Je ne suis pas sûr, parce que manifestement, vu les problèmes d'acceptabilité que ça va poser... Nous en Saône-et-Loire... J'essaie d'être positif, tout simplement. Voilà. Mais ne vous inquiétez pas, ou plutôt inquiétez-vous, comme cela m'inquiète. Voilà. Je dirais que nous, en Saône-et-Loire, on a eu un été super bien arrosé, un été breton presque, super, très bien, mais ce n'était pas le cas des étés précédents. Et on voyait nos agriculteurs qui ne pouvaient plus donner à manger à leurs bêtes. Donc on est vraiment dans un dérèglement climatique qui nous touche au quotidien et contre lequel il faut vraiment lutter par tous les moyens. Oui, avec la question effectivement du coût de l'inaction versus celui d'agir, comme vous disiez, notamment de manière globale sur les bâtiments. D'ailleurs, vous parlez effectivement des étés précédents qui avaient été extrêmement chauds. Alors, c'est vrai qu'en Bretagne, on n'est pas forcément touché par la climatisation, ou en tout cas, on n'en arrive pas encore. Et pourtant, si un jour ça y arrive, il y aura des vraies problématiques de pointe électrique. Comment est-ce que vous, par contre, en Saône-et-Loire, parce que là, vous êtes sur un climat qui est beaucoup plus continental, vous commencez à vous apprêter effectivement à faire face à des équipements qui sont de plus en plus nombreux? Alors, personnellement, là, on a fait des rénovations, on a réorganisé notre groupe scolaire, on a fait un collectif de 10 logements, etc. On n'a pas mis de climatisation dans notre rénovation globale. Nous nous sommes arrangés pour travailler sur le bioclimatisme. Nous nous sommes arrangés pour avoir des circulations d'air nocturnes naturelles. Nous nous sommes arrangés pour utiliser des matériaux biosourcés avec un fort déphasage pour éviter la surchauffe en plein été. Et donc, on peut arriver... Déphasage, c'est le fait qu'on ait le soleil qui tape sur une paroi pendant la journée et qui rentre seulement très très tard dans la maison. Voilà. Et tous les matériaux n'ont pas la même valeur de déphasage. Vous avez certains matériaux, on va dire un petit peu traditionnels, qui vont être déphasés d'1 heure, alors que d'autres vont être déphasés de plus de 10 heures. Est-ce que ça a coûté plus cher tout ça? Est-ce que ça aurait été plus simple et moins cher, en tout cas à court terme, d'installer de la clim? Alors, à court terme, la réponse est certainement oui. C'est-à-dire que des matériaux biosourcés sont un tout petit peu plus chers que des matériaux traditionnels, entre guillemets. Toutefois, vous venez de le signaler, avec les matériaux traditionnels, on va installer une climatisation. Et donc, on va ensuite payer régulièrement, tous les ans, des effets de régulation de notre température. Et ça, avec l'augmentation du coût de l'énergie, très clairement, on ne sera pas gagnant. Effectivement, donc on en revient à cette notion de durabilité qu'on évoque à chaque fois. Je vous propose qu'on commence à prendre des questions donc des personnes qui nous écoutent. Et je vous rappelle effectivement que vous pouvez toujours continuer à les poser pendant que nous nous en emparons. La crise a obligé les collectivités à s'adapter. Est-ce qu'après la crise Covid, certaines de ces adaptations ont été maintenues en situation normale, Monsieur Ramard? Ce que vous évoquiez effectivement tout à l'heure de la manière dont les cadres territoriaux se sont mobilisés en matière de solidarité, et puis j'imagine les process que vous avez mis en place. Est-ce qu'il en reste des choses après crise, ou est-ce que finalement tout est revenu à la normale? Globalement, je trouve qu'on a vite retrouvé nos réflexes antérieurs et des fois nos mauvaises habitudes. Mais je vais être positif, optimiste encore une fois. Je vois que par exemple sur la gestion de nos déchetteries, s'est posé la question de l'afflux de déchets verts, qui est un problème général en Bretagne, parce que notre climat nous permet de produire beaucoup de matières végétales, et donc on se retrouve avec pratiquement la moitié des tonnages collectés en déchetterie qui sont issus des déchets verts. Et de fait, il y a une forme de réflexion qui s'est engagée au niveau des communes de mon territoire pour dire comment est-ce qu'on allait travailler à cette problématique, et notamment éviter que les communes viennent déposer leurs déchets verts en déchetterie. Comment est-ce qu'elles pouvaient imaginer les gérer elles-mêmes à leur niveau en conservant en fait ces déchets et en les valorisant à l'échelle communale sans les déposer dans les déchetteries intercommunales. Donc c'est un exemple comme un autre, mais d'une certaine manière, la crise, elle peut aussi aider à un moment à mettre le doigt sur une problématique
et donc à nous forcer à y répondre et ensuite à y trouver des solutions. Et là, tout prochainement, il y aura finalement une fermeture des déchetteries aux collectivités. Donc, on va être obligé de les gérer à notre niveau et donc de trouver de nouvelles solutions plus durables. D'accord. Michel Maillat, quels outils vous avez mis en œuvre pour mobiliser vos administrés? Alors, essentiellement de la communication. Essentiellement, c'est-à-dire que nous avons, nous, un bulletin d'information. Après chaque conseil municipal, on informe de ce qui s'est passé et puis éventuellement des manifestations à venir. Et puis, on organise aussi des forums, on organise aussi des petites choses locales. Tout récemment, il y a 3 semaines, on a fait un forum de la transition écologique. On a mis en place un truc un petit peu particulier sur la place principale de la commune. On a mis en place la roulotte des transitions, autoconstruite avec des matériaux de récupération, etc. Et cette roulotte va nous permettre d'afficher régulièrement des informations aussi bien au niveau mondial sur le dérèglement climatique, mais aussi l'égalité homme-femme, enfin les transitions, qu'au niveau local, quelle est la production photovoltaïque de l'année, par exemple. Voilà. Très bien. Donc, j'imagine que ça fonctionne. Du coup, vos administrés sont plutôt solidaires de cette démarche? Alors, les administrés, ils sont d'autant plus solidaires que nous sommes dans une démarche, on va dire, positive d'évolution de notre collectivité, que les médias nous interpellent de temps en temps et qu'ils sont heureux de voir Tramail sur un média national de temps à autre. Ça leur envoie une image valorisante. Ça leur envoie une image valorisante et ça les incite, eux, à faire aussi, parce que quand on inaugure, par exemple, une école avec une partie neuve qui a énergie positive, eh bien, ils nous interpellent comment vous y êtes arrivé, comment on peut faire chez nous, etc. Donc, c'est aussi un moyen de communication. Hein. Alors, dans la continuité, effectivement, de cette manière dont on embarque, effectivement, les populations, une question qui nous est posée, messieurs, donc à vous deux, hein, quel a été le déclic personnel, entre parenthèses, et non pas politique, à vos actions en faveur de la résilience? Alors, je pourrais aussi reformuler un petit peu la question, de dire, est-ce qu'aujourd'hui, les actions que vous menez de part et d'autre sur vos territoires, est-ce que c'est plutôt une approche du bas vers le haut, traduisez qu'il y a une demande des populations et que du coup, ça vous incite à bouger, ou est-ce que c'est vraiment une volonté personnelle que vous arrivez à insuffler sur votre territoire? Je vais commencer par vous, Monsieur Ramard. Donc, moi, je suis ingénieur agronome de formation. Et donc, déjà, en fait, par appétence personnelle, ces questions environnementales, moi, m'animent quotidiennement. Et d'une certaine manière, j'ai d'abord commencé dans mon exercice de mandat de maire par partager ses convictions et essayer de convaincre la population que c'était aller dans le bon sens que de limiter, par exemple, l'usage d'engrais chimiques ou de produits phytosanitaires dans l'entretien des espaces verts. Et donc, d'une certaine manière, la population m'a fait confiance dans cette initiative qu'elle ne partageait pas forcément au départ. Aujourd'hui, je pense avoir convaincu, et même on peut en parler au-delà de nos limites communales. Et un peu comme Michel Maillat a pu le dire, il y a une forme de reconnaissance de cette transition écologique accomplie à l'échelle de ma commune. Et d'une certaine manière, maintenant, dans mon mandat au niveau du syndicat départemental d'énergie, c'est un peu la même approche que l'on peut avoir. On peut montrer qu'on peut avoir des expériences, disons-le, servir d'exemple sur certains points, sur le développement des énergies renouvelables, de la mobilité décarbonée, de la maîtrise des consommations dans les bâtiments. Et donc, petit à petit, créer une forme d'émulation entre collectivités, ou si on revient à l'échelle de la commune, entre habitants, et ainsi faire la preuve qu'on peut avoir une transition écologique qui soit vertueuse sur le plan des engagements qu'on doit prendre vis-à-vis de notre environnement, mais aussi heureuse dans la façon dont la population peut le vivre. Michel Maillat, on a bien compris effectivement que Tramail était plutôt avancé effectivement en matière de transition énergétique, mais pas que, plus largement écologique. Est-ce qu'on vous le doit? Ou est-ce que c'est vraiment une demande qui émane de vos administrés? Alors, je pourrais presque reprendre les propos précédents pour moi, en commençant par ingénieur de formation. D'accord. Et effectivement, je dirais que grâce à nos formations, on a une sensibilité. Et moi, personnellement, je me suis dit à un moment donné, comment je vais pouvoir faire profiter ma collectivité de mes acquis, mes propres acquis professionnels.
Et donc, dans ces thématiques où je constatais que nous étions en déshérence complète, il était évident que je pouvais avoir une certaine valeur ajoutée. On a pris tout à l'heure la problématique du personnel des communes. Le fait d'avoir une formation d'ingénieur me permet de mettre quand même le pied à l'étrier sur tous les sujets au départ et d'initier, d'avoir les contacts et de ne pas faire de confusion entre kilowatts et kilowattheure. Et donc d'échanger directement avec des personnes en connaissance. Et ça je pense que, je ne veux pas me jeter des fleurs, hein, ce n'est pas l'objet, mais je pense qu'effectivement, il faut avoir comme cela dans une équipe quelques personnes qui vont booster, insuffler une dynamique. Qui vont insuffler une dynamique. Très rapidement, une dernière question, parce qu'on est déjà arrivé au bout du temps qui nous a été consacré. Pour vous également, Monsieur Maillard, puisque ça fait écho à ce que vous disiez tout au début de cette table ronde, n'existe-t-il pas un service préfectoral qui permettrait d'apporter l'expertise souhaitée lors des lancements des projets environnementaux ou intercommunaux? Voilà une question qu'elle est bonne. Il y a 25 ans, j'aurais répondu oui, mais maintenant, ça n'est plus le cas. Je suis désolé. J'ai connu, moi, effectivement, l'époque où, jeune maire, je m'adressais à la préfecture pour faire des aménagements et on avait des ingénieurs qui étaient mis à notre disposition pour nous aider à créer ces aménagements. Mais progressivement, l'État s'est désengagé de ce genre d'activité. Il reste sur le rôle régalien de contrôle, mais un peu moins sur le rôle d'initiation, de conseil, etc. Bon, ça fait partie, je dirais, de la politique de l'État, enfin, et je dirais tout gouvernement confondu, hein, c'est pas un problème. C'est pas à charge. Ouais. Voilà, absolument, c'est un constat. Et donc, maintenant, effectivement, moi je pense qu'il serait bien que l'État puisse reprendre quand même un petit peu la main là-dessus et nous donner un peu plus, en particulier pour les petites collectivités territoriales, le monde rural, etc., donner un peu plus d'ingénierie pour vraiment avoir un effet de relance qui soit très positif. Davantage de soutien, effectivement, pour accompagner la transition. Voilà, oui. Merci à vous deux, Ce que messieurs. je peux ajouter très rapidement, Monsieur Rama, oui. c'est qu'on a, nous, l'avantage d'avoir des syndicats, donc, comme le syndicat départemental de l'énergie, qui vient apporter une ingénierie à l'ensemble des communes, les plus petites comme les plus grosses. Et d'une certaine manière, on supplée un manque aujourd'hui d'intervention de l'État par une forme de mutualisation à l'échelle départementale, mais aussi intercommunale, au travers de nos syndicats, entre autres. Très bien. C'est exactement ce qui s'est passé en Saône-et-Loire, où il y a eu la création d'une association, l'Agence technique départementale, pour que les élus puissent trouver de l'ingénierie au sein de cette association. Mutualiser les moyens pour avancer. Mutualisation. Très bien. Eh bien, écoutez, merci beaucoup, messieurs. Je vous propose que ce soit le mot de la fin de cette première table ronde, donc de cette matinée. Merci à vous d'avoir été présents avec nous sur site ou en duplex. Je vous propose tout de suite de regarder donc un reportage vidéo de Baptiste Clark qui est consacré au compostage des biodéchets, un exemple concret d'initiative locale. Donc un court reportage vidéo à regarder dans l'attente de retrouver Florence Roussel, notre rédactrice en chef Actu Environnement, pour la deuxième table ronde consacrée à la prévention des risques. Ne quittez pas, à tout de suite. Distribution de compost en pied d'immeuble dans un quartier de Montpellier. On vous enregistre, donc on prend vos coordonnées. On vous envoie un mail pour vous avertir une semaine à l'avance ou deux qu'il va y avoir une distribution de compost tel jour, à telle heure, à tel endroit. Et voilà. Installé depuis 2019 par la métropole de Montpellier, tous ces bacs permettent de produire près d'1 tonne de compost par mois. Autant de biodéchets qui sortent des ordures ménagères. Chaque bac a un usage différent et il faut bien respecter la marche à suivre. Donc là, on a le bac d'apport. C'est toujours le même, comme ça les gens ne se trompent pas. Ils amènent leurs déchets soit dans des sacs en papier, soit dans leur bioseau. Alors là, le bioseau, c'est un petit seau qui est assez pratique pour mettre le compost chez soi et qu'il n'y ait pas trop d'odeur, etc. Donc ils viennent déverser leur bioseau dans le bac d'apport. Et ensuite, ils ont une petite pelle à côté, là, dans le bac de broyat. Ils rajoutent du broyat sur leurs apports. Parce que le compost, il a besoin à la fois d'apports de matières humides, c'est-à-dire les épluchures, etc., les restes de repas,
et aussi de matière sèche carbonée, ce qui est apporté par le broyat. Quand le bac d'apport est plein, nous on vient avec notre grosse poubelle là, on vide ce bac et on le dépose dans les bacs de maturation. Après 1 mois de maturation, la matière est tamisée pour obtenir un compost plus fin, idéal pour les pots de fleurs en appartement. C'est une association de quartier qui gère l'exploitation de ces installations. L'implication des membres est primordiale pour la réussite du projet. Les consignes ne sont pas toujours bien respectées. C'est pour ça que ça demande un suivi. On a un groupe de référents, là on est 4 sur le quartier, bénévoles qui viennent vérifier. Quand on passe devant les composteurs, il faut passer quasiment journellement, quotidiennement, pour vérifier, pour enlever, parce que souvent c'est des sacs pleins, les gens déposent un sac en plastique des fois. Donc il faut vider le sac, il faut jeter le sac en plastique. Les référents d'associations sont invités par la métropole à suivre une journée de formation, car ils vont devenir les ambassadeurs du compostage. Ils devront savoir répondre aux nombreuses questions des usagers. Le compostage, c'est quelque chose de techniquement qui est simple. Ce qui va être plus compliqué, c'est le facteur humain. C'est-à-dire qu'il va falloir informer peut-être une centaine d'utilisateurs qui n'ont pas forcément les informations et on ne sait pas forcément qui va venir composter. Donc il faut qu'il y ait une référente, une association référente qui va disposer du savoir-faire, du message et qui va pouvoir le transmettre au fil de leur passage au composteur. Ils vont croiser des gens, ils vont pouvoir leur donner les bonnes informations. Et le fait de mettre une association, c'est intéressant parce qu'un référent seul, s'il part en vacances, s'il se blesse, s'il déménage, ne va plus être là et le projet va péricliter. Donc on fait appel à des associations afin qu'elles-mêmes s'organisent entre plusieurs membres pour passer ces messages. Autre point crucial, l'approvisionnement en broyat. Une fois par semaine, il est assuré par des agents d'un ESAT. Ils réapprovisionnent les bacs, vérifient que le compost est bien entretenu et réalisent de petites réparations. On répare aussi souvent il y a des fixations pour faire tenir les outils. On doit les réparer assez souvent aussi parce qu'elles sont dégradées aussi à chaque fois. Et pareil pour les accroches pour accrocher les bacs. Souvent ceux-là aussi elles sont cassées et du coup il faut les réparer avec notre tournevis ou avec une ficelle. Ces agents effectuent une tournée sur une quinzaine de sites en une journée, puis remontent les informations à la métropole. Cette dernière ambitionne de multiplier le nombre de composteurs de quartier, à l'image de cette récente inauguration en plein cœur de Montpellier, proche de la mairie. Comme nous sommes arrivés, il y en avait une douzaine d'installés. Donc toutes les politiques antérieures avaient amené le chiffre à 12. On en a déjà rajouté 5 ou 6 et nous allons très vite déployer le reste. Alors il faut que vous sachiez que la commande initiale, l'objectif c'est 200 composteurs de quartier. Alors 200 composteurs de quartier, vous comprenez bien que le déploiement va se faire progressivement, mais si j'ose dire en montée un peu exponentielle. Au fur et à mesure, la collectivité apprend de ses expériences, comme de poser des grilles sous les bacs et sur les aérations pour éviter l'intrusion des rats. En plus de réduire les déchets à la source, la métropole entend réaliser des économies. En effet, 30% des ordures ménagères sont composées de biodéchets. En les transformant en compost, elles pourraient économiser plus de 8 millions d'euros. Retour sur le plateau, bonjour et bienvenue à nos invités pour cette deuxième table ronde intitulée « Prévention des risques, les collectivités en première ligne ». La notion de résilience des territoires prend tout son sens face aux risques, qu'ils soient naturels ou technologiques. Les acteurs locaux sont les premiers maillons de la chaîne pour garantir une réponse adaptée et efficace. Mais comment mener cette politique au quotidien tout en travaillant à l'aménagement du territoire à long terme ? Pour répondre à ces questions, je reçois aujourd'hui Cédric Renaud. Bonjour. Bonjour. Vous êtes président de l'Association nationale des cadres territoriaux de la sécurité. Et Sébastien Jaffraud, bonjour. Bonjour. Vous êtes directeur adjoint à la direction des risques et prévention au Bureau de recherche géologique et minière, le BRGM. Exactement. Merci d'être avec nous ce matin. Je vous rappelle que vous pouvez poser vos questions dans l'interface située sous cette vidéo. Nous y répondrons à la fin de cette table ronde. Alors, j'ai envie d'entrer très vite dans le sujet. Monsieur Jaffraud, qu'évoque pour vous le terme résilience pour un professionnel du risque que vous êtes ? En fait, dans le terme de résilience, en fait, c'est surtout une approche en fait, qui a été développée depuis pas mal d'années en fait, par rapport au territoire et surtout par rapport à un principe de transition en fait, de ces territoires.
Vous me l'avez exprimé tout à l'heure, il y a tout ce qui est problématique des risques, en fait, qui sont des vulnérabilités en fait, croissantes des territoires par rapport aux risques technologiques et naturels, sans considérer les risques sanitaires, bien entendu, qui sont d'autres types de risques. Donc on a cherché justement à mettre en place en fait, cette résilience en fait, pour favoriser en fait, tout ce qui est atténuation en fait, des impacts en fait, de ces risques sur le territoire. Par contre, dans cette logique de résilience, on intègre beaucoup la participation en fait, locale. C'est-à-dire qu'il est surtout important en fait, que l'ensemble des politiques qui soient mises en œuvre d'atténuation en fait, de ce phénomène soient mises en fait, en collaboration avec l'ensemble des collectivités et surtout, on va dire, tout ce qui est en fait, apports locaux ou forces locales ou potentialités. Acteurs de terrain. Les acteurs de terrain qui permettraient justement de favoriser en fait, cette approche. Bon, bien sûr, c'est un moyen en fait, pour avoir justement la possibilité de gérer à long terme en fait, tous ces risques, surtout sur le volet, on va dire, prévention, prévention de ces risques, et aussi tout ce qui est système d'alerte à terme. Et quand on parle de risque, finalement, on parle de quoi? Quand on parle de risque, alors qu'est-ce que c'est les risques? Alors, vous avez parlé de gestion du risque tout à l'heure, donc c'est deux choses différentes, mais en fait, il y a une chaîne de valeur en fait, dans les risques qui partent, comme je l'ai dit depuis le départ, sur la partie prévention du risque. On va aussi être sur la préparation, en fait, parce qu'après, quand on a estimé un risque, il faut se préparer à ce risque. On a toute la partie en fait, qui va considérer quand on va devoir gérer justement une crise. Il y a toute la partie relèvement après une crise et toute la partie adaptation. Tout ça, ça fait un cheminement qui nous amène à la résilience par ce fait-là. Donc ça veut dire qu'à chaque fois, il faut se poser la question, enfin les questions essentielles qui sont comment j'évalue ce risque. Donc évaluer un risque, c'est connaître les aléas, c'est connaître les processus en fait, qui sont en lien avec ce risque. En fait, on va croiser les processus, on va croiser les aléas avec toute la partie vulnérabilité des enjeux. Voilà. Donc c'est à partir de là qu'on va pouvoir estimer un risque, l'évaluer et pouvoir considérer après ce qu'on va pouvoir faire pour le suivre aussi dans le temps. Voilà. Alors, Monsieur Renaud, vous représentez les agents qui exercent une fonction d'encadrement liée aux questions de sécurité dans les collectivités. Quels sont, on a parlé de cheminement des risques, de la prévention à l'après. Comment les agents des collectivités aujourd'hui se positionnent sur ce cheminement? Comment ils interviennent? Alors, il y a deux cas de figure. On peut intervenir sur une prise de conscience après la réalisation du risque, c'est-à-dire le risque s'est réalisé, par exemple le tremblement de terre du Teil, pour prendre un exemple très concret, AZF à Toulouse, Lubrizol à côté de Rouen. Et dans ces cas-là, les agents vont arriver, dans le cadre de la résilience, a posteriori d'un événement. Donc, ils vont devoir, comme j'ai coutume de le présenter, amorcer la digestion par le territoire de la réalisation de ce risque. Donc, la digestion, c'est faire en sorte de panser les plaies, mais aussi se relever, vous le disiez très justement, et faire en sorte que l'événement, s'il se reproduit, ne produise pas les mêmes conséquences, en tout cas pas avec la même gravité. Donc les agents vont arriver dans le post-urgence, vont arriver au moment où le territoire se relève, et dans ces cas-là, ils pourront à la fois constater la réalisation des risques et donc prévoir les plans qui permettront que l'impact soit moins fort. La deuxième possibilité, c'est le risque, il est connu, mais il n'est pas réalisé, il est connu, et dans ces cas-là, on va se reposer sur d'autres expériences. Donc il y a un travail de collecte d'informations, il y a un travail de présentation aux élus, parce qu'il est très important de bien comprendre que sur un territoire, seuls les élus décident, c'est eux qui sont légitimes localement, et c'est eux qui ont cette capacité de médiation avec les habitants pour faire en sorte que les mesures, qu'elles soient contraignantes ou pas, soient acceptées par la population, parce qu'il n'y a rien de plus efficace que des mesures qui sont à la fois comprises et bien appliquées. Et les deux vont souvent ensemble. Quand on contraint sans que les gens comprennent, à ce moment-là, les gens appliquent bêtement et souvent ne sont pas capables d'adapter leurs pratiques à des aléas, vous en parliez très justement, de territoire, de temporalité, de changement d'activité. Donc les cadres territoriaux de la sécurité, alors mission d'encadrement ou mission d'expertise sur les risques naturels, technologiques, c'est plutôt de l'expertise, il y a assez peu d'encadrement, mais le rôle des cadres territoriaux est d'arriver à prendre en charge un certain nombre d'informations qui sont transmises par le BRGM, par les sapeurs-pompiers, par les préfectures, à les soumettre aux arbitrages des élus qui souvent ont un apport en termes de connaissance des territoires et des populations et peuvent eux ensuite choisir les modalités selon lesquelles ils transmettront l'information sur un exercice, sur une présentation de plans de secours par exemple. On a au niveau local les plans communaux de sauvegarde notamment, ou PCS dans notre langage, et il est très important que les habitants s'approprient
ces plans et ces mesures, sans alarmisme, mais en connaissance et en transparence. Et les élus ont un rôle extrêmement important. Et pour que les élus puissent jouer ce rôle à plein, il faut que les cadres territoriaux les alimentent en éléments d'information. Donc vous les sensibilisez, vous les informez, vous récoltez un maximum d'informations auprès des acteurs, comme peut l'être le BRGM, et vous mettez à la décision, en tout cas vous laissez l'élu décider de la politique qu'il veut appliquer et de la manière dont il veut intégrer ses citoyens Tout à fait. cette politique. On le conseille, on lui donne le cadre légal parce qu'il y a quand même un certain nombre d'obligations qu'on ne peut pas contourner, et puis on essaie de le conforter dans sa légitimité. La prévention des risques, comme un certain nombre d'autres domaines, est un milieu technique. Où on va parler en sigle, où on va parler sur beaucoup de choses, et ça peut paraître très aride au premier abord, très technique, et souvent les élus ne se sentent pas légitimes. Il faut juste les replacer dans leur rôle, leur dire vous avez la légitimité démocratique, vous avez été élu, et donc vous êtes dépositaire de la sécurité de vos administrés. Et dans ce cadre-là, on ne vous demande pas de technicité particulière. La technicité, ce sont les acteurs étatiques, les acteurs locaux qui les ont. Donc, à vous de vous équiper, entre guillemets, correctement, de recruter le bon agent au bon poste. C'est sûr qu'il faut faire cette démarche. Un cadre en charge des risques technologiques majeurs, c'est comme l'assurance de la voiture. Tant qu'on ne s'en sert pas, ça paraît toujours trop cher. Mais les élus qui ont été confrontés à des risques, qui se sont réalisés, sont toujours assez contents de disposer d'une expertise qui leur est propre, c'est-à-dire d'un agent qui est dans leur administration, qui peuvent solliciter quasiment au quotidien et qui n'est pas en concurrence avec les services de l'État, mais qui intervient en complémentarité pour faire le lien entre des services administratifs, des services étatiques, qui vont lancer des informations plutôt en tuyau d'orgue, selon les sujets. Très cloisonné du coup Alors plus ou moins cloisonné, l'État fait aussi des efforts pour décloisonner ces domaines, mais c'est vrai que souvent les pompiers vont nous parler secours, prévention du risque. Voilà. Chacun a son domaine, son périmètre d'action. Tout à fait. Et disposer d'une expertise propre, ça permet à l'élu peut-être de poser des questions bêtes qu'il n'a pas osé poser dans une grande réunion, voilà, de dire moi ça j'ai pas bien compris, voilà, donc on lui réexplique, de faire part de ses idées en se disant voilà, moi j'ai pensé en faisant le parallèle avec tel domaine, avec l'éducation, avec l'assainissement que j'ai par ailleurs traité, on a tel périmètre, est-ce que ce serait pas pertinent? C'est un dialogue un peu privilégié qu'il peut avoir avec ses cadres. Mais c'est l'idée justement, c'est-à-dire que le maire est aussi chef de l'administration. Alors chef, ça fait tout de suite très militaire, très vertical, mais chef c'est aussi au sens disposer de ressources, donc il doit organiser ses ressources. Il a un directeur général des services ou un secrétaire général qui est là comme chef de l'administration à proprement parler, au quotidien, voilà. Et du coup, il doit organiser ses ressources pour faire en sorte que son administration ne soit pas un poids pour lui, mais soit au contraire un avantage. Donc, un atout et un... Voilà. Tout à fait. Il faut qu'il recrute les bonnes compétences au bon moment et qu'il sache interroger ses cadres au bon moment. Et dans le domaine, au sein de ces cadres, est-ce que le terme résilience a un écho? Est-ce que voilà, vous l'entendez de plus en plus souvent? Est-ce que les élus même, sont-ils plus sensibles à ce terme ou pas? Alors le terme résilience, je pense qu'en fait il a été tellement utilisé qu'il est un peu galvaudé et personne n'en connaît réellement le sens profond. Pour nous, la résilience, c'est un mot valise qui est venu regrouper une démarche qu'on mène en prévention des risques depuis le début de la prévention des risques. C'est-à-dire, quand je parle de digestion, c'est un synonyme, c'est prendre une situation catastrophique ou une situation risquée, prévoir les plans pour y répondre, informer les populations. Quand le risque s'est réalisé, penser les plaies, repenser le territoire en termes d'aménagement du territoire. Alors pour nous, c'était concret. Dans les collectivités, c'est ce qu'on appelle le PLUI, le plan local d'urbanisme intercommunal, ou le PLU s'il n'est pas intercommunal. Il y a des outils pour traduire dans la politique locale la prévention des risques. Quand vous avez un événement catastrophique comme la vallée de la Roya, par exemple, au-dessus de Nice, une fois qu'on est encore, c'est presque un an après, donc on est encore bien au-delà, c'est pas encore complètement réparé, il y a encore des routes, on le voit très régulièrement, où il y a des convois qui sont organisés. Mais a posteriori, quand les équipements seront reconstruits, que l'accessibilité sera rétablie, les réseaux, l'assainissement, il faudra en tirer les conclusions. Oui. C'est-à-dire, il y a des terrains qui ont disparu, qui sont dans le lit de la rivière maintenant, donc ces terrains, il faudra les déclarer inconstructibles, bien évidemment. Peut-être les rebasculer dans le domaine public parce qu'ils font partie du lit de la rivière. Et il y a des gens qui avaient acheté ces terrains, qui avaient peut-être fait une vie entière dessus. Et là, les élus vont jouer un rôle majeur parce qu'ils vont aller auprès des habitants, ils vont leur dire « écoutez,
vous voyez bien que c'est plus possible, mais on va trouver une solution. Cette solution, elle n'est pas toujours évidente, surtout dans des milieux encaissés comme cela. On ne peut pas faire des échanges, on va très vite toucher à des propriétés foncières d'autres propriétaires, peut-être à des logiques de remembrement, et c'est extrêmement compliqué. Mais cette logique d'aménagement du territoire, elle est menée par les collectivités et elle fait partie de ce qu'aujourd'hui on appelle la résilience, mais c'est quelque chose qui est très ancien. Ça a été fait pour la tempête Xynthia à la Faute-sur-Mer, ça sera fait donc pour la vallée de la Roya, ça a été fait à Vaison-la-Romaine, pour ceux qui se rappellent de l'inondation de Vaison-la-Romaine. Donc cette résilience, elle est venue conceptualiser une démarche qui en fait est une démarche inhérente à la prévention des risques et en tout cas à la démarche de risque, prévention, gestion de l'urgence, post-urgence et de nouveau prévention. C'est un cercle qu'on espère vertueux. Monsieur Jaffraud, oui, je voulais juste rebondir un tout petit peu, je suis tout à fait d'accord. Ce que je pense surtout de dire, c'est que les situations de crise qui souvent donnent une logique de faire les choses derrière, c'est un peu confronté avec la résilience, parce que la résilience, c'est une vision à long terme sur laquelle on intègre vraiment une culture du risque. Je pense que le mot, faut le dire, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, ce n'est pas que les scientifiques qui peuvent avoir cette culture du risque. Ça veut dire qu'on a bien compris qu'il y a un cheminement global à avoir, il y a une approche très locale qui est nécessaire justement pour avancer mieux sur ces sujets-là. Donc il faut vraiment avoir cet inventaire. Alors, nous, quand je parle de phénomènes, en fait, nous, quand on regarde les risques naturels, on s'intéresse aux phénomènes. Comment ils se comportent, comment il va évoluer, et surtout, on essaie de le suivre. Donc ça, c'est quelque chose qui est très en amont. Donc tout ce qu'on crée, aujourd'hui, il y a beaucoup d'observatoires du littoral, entre autres, on peut parler du littoral, qui est un grand sujet, où on récolte beaucoup d'informations aujourd'hui pour comprendre comment on pourrait mieux intégrer, en fait, l'évolution du trait de côte au sein des côtes françaises. Et donc tout de suite, on sort à différentes problématiques. C'est qu'on n'est plus sur l'échelle d'un territoire, on est sur une échelle, on appelle ça hydrosédimentaire. C'est-à-dire on est sur des cellules hydrosédimentaires qui vont évoluer quand on est sur des côtes sableuses, qui elles vont avoir un comportement qui ne va pas s'arrêter aux frontières d'une commune. Oui. Donc qui peuvent des fois intégrer, frontières administratives. Voilà, qui peuvent intégrer plusieurs communes. Donc ça veut dire qu'il faut en même temps qu'il y ait des passation et des coopérations entre les territoires. Ça veut dire qu'un élu qui voudrait construire sur l'ensemble des risques qui peuvent être prégnants sur sa commune, une seule politique, tout seul, en autarcie, ce n'est pas possible. C'est-à-dire qu'à un moment donné, coopération, c'est un mot très fort de la politique de... Il doit y avoir une coopération. Mais en même temps, ça veut dire qu'en amont, on doit observer tout ce qui se passe. Parce que si le phénomène, on ne le maîtrise pas, on le connaît mal, on va avoir beaucoup plus de difficultés à apprendre les choses et donner les bonnes manières et les bons outils de planification. Et je rebondirai un petit peu sur les outils de planification. Aujourd'hui, on a beaucoup d'outils qui sont des outils 2D, même 3D, même très peu, mais on a quand même des outils 2D. On parle souvent de 4D, on en est encore au 2D sur beaucoup d'éléments. Une carte, quoi. Voilà, une carte. C'est-à-dire qu'en fait, on n'a pas de capacité aujourd'hui à avoir des éléments dynamiques. Parce qu'en fait, vous l'avez bien compris, c'est un élément naturel, donc ça veut dire qu'il évolue dans le temps. S'il évolue dans le temps, il faut forcément avoir l'appréhension de ce temps. Ce temps long, on pourrait le faire. C'est des choses sur lesquelles on travaille aujourd'hui, ce n'est pas des choses qui sont encore ancrées sur des scénarios. C'est-à-dire qu'on essaie plutôt de proposer à des élus des scénarios d'évolution de son territoire afin de pouvoir avoir un regard... Des scénarios d'évolution des risques, du coup ? Alors, des risques, c'est-à-dire que si on part du principe qu'on a une activité, mettons une activité économique qu'on décide de faire à un endroit ou pas, c'est-à-dire on peut donner un exemple, on va dire, du littoral. Je reviens sur le littoral. Si on raisonne sur le littoral, on pourrait se dire aujourd'hui, sur les côtes qui sont plus ou moins soumises à de l'évolution, c'est-à-dire les côtes sableuses, je ne parle pas des falaises rocheuses qui sont des éléments un peu différents, un peu dissociés, mais sur ces éléments-là, on a deux manières de voir les choses. Soit on continue de développer l'activité économique sur ces côtes-là en prenant en compte un risque qui va être de plus en plus prégnant, qui va de plus en plus nous obliger à mettre en place des choses qui sont très complexes et dures à mener, ou alors on définit qu'on doit justement partir sur un autre positionnement, redonner à ces côtes-là un côté plus sauvage et essayer de refonctionnaliser des territoires à l'arrière des communes, les rendre plus agréables. Et pour ça, il faut expliquer, il faut éduquer les gens à comprendre ça. C'est-à-dire que ça change beaucoup des pratiques et ce n'est même plus le scientifique qui parle, là, c'est autre chose. C'est-à-dire qu'on est dans une manière de travailler avec le vivant, avec le naturel. Et ça, c'est l'élu qui peut faire ce lien du coup entre la technicité du risque et sa traduction sur son territoire. Ouais. Quel conseil vous donneriez aux élus pour mener une stratégie de gestion des risques à la fois au niveau local, temps court, gestion, on va dire digestion des aléas s'il y en a eu, et projection à long terme? Comment lier les deux? Il faut qu'ils aient une politique sur le long terme, parce que le court terme est facile à gérer, et on peut inclure le court terme dans le long terme, l'inverse n'est pas vrai. Donc il faut qu'ils disposent de cette capacité de conseil qui est propre. Alors,
C'est extrêmement compliqué en ingénierie territoriale parce qu'on l'oublie souvent, on parle de communes, on parle d'intercommunalité, mais aujourd'hui, sur les 36 000 communes, il y en a beaucoup qui sont de très petites communes et qui ne disposent pas des moyens. C'est en ce sens que nous, à la NCTS, on appelle à une différenciation territoriale forte en termes de moyens. Je m'explique. Dans les grandes métropoles, où il y a une intercommunalité forte, qui dispose de moyens suffisants, alors il peut exister une capacité de conseil en prévention des risques territoriale, c'est-à-dire adaptée au maire, qui connaît les contraintes des conseils municipaux, qui connaît les contraintes des petites communes rurales, des agents qui connaissent bien le territoire et qui sont proches des élus. Malheureusement, ce n'est pas toujours possible. On a des départements qui sont aujourd'hui essentiellement ruraux et où même les intercommunalités restent avec un nombre d'habitants extrêmement réduit et des moyens qui sont tout juste suffisants pour les besoins de base que sont l'eau, l'assainissement, les déchets et les bâtiments. À ce titre-là, nous pensons que les départements et peut-être voire même les régions, sur la base d'une agence par exemple, devraient mettre des moyens à disposition des élus pour que chaque élu maire puisse disposer d'une capacité de conseil et d'expertise qui lui est propre. C'est d'autant plus compliqué que le maire, il est à la jonction, en fait, dans la politique du risque. La politique du risque, si on n'écoutait que des techniciens, et je me mets dans les techniciens, le meilleur moyen d'éviter le risque, c'est de n'y exposer personne. C'est basique, c'est ce que vous disiez très justement. On reparle du trait de côte, on fait des côtes sauvages. S'il y a un coup de mer, s'il y a une tempête, il n'y a personne, il n'y a pas d'équipement collectif, il n'y a pas d'habitants, etc. Mais donc il n'y a pas de risque finalement. Il n'y a pas de risque, ou en tout cas, il n'y a pas de risque pour les vies humaines. Oui, voilà. Il y a un risque mesuré, on va dire. Voilà, c'est ça. Il y a un risque pour le territoire, on va avoir un changement de trait de côte, bon, on le gérera, mais sans conséquences. Les conséquences ne sont pas... Mais la logique de territoire, elle ne peut pas prendre en compte le risque. On ne peut pas vivre en n'ayant que la peur. Ce n'est pas possible. Et donc, l'élu va être là pour arbitrer jusqu'où il veut pousser sa politique économique d'aménagement du territoire, en assumant le risque pénal, le risque civil, et puis le risque tout court, j'ai envie de dire, le risque se réalise. Et ça, c'est une décision qui va porter en son fort intérieur. C'est-à-dire que c'est lui vraiment qui va porter cette décision. Mais cette décision, elle est indispensable parce que sinon, on aboutit à des territoires qui sont morts, à des villes qui sont entourées de murs, et encore avec les risques miniers, même en dessous, c'est pas terrible. Mais voilà, donc c'est quelque chose qui est très compliqué. Et quand je les explique aux élus, quand j'explique cette situation aux élus, je leur dis c'est un domaine où l'inaction ne vous sauvera pas. Souvent, on se dit si je ne fais rien, il ne se passera rien. En matière de risque, comme dans d'autres domaines que sont peut-être la sécurité, peut-être la sauvegarde bâtimentaire, il va de toute façon falloir bouger. De toute façon. Parce que si vous ne faites rien... Autant qu'ils soient proactifs sur cette question-là et qu'ils la travaillent au quotidien. Autant qu'ils se l'approprient. Qu'ils en comprennent bien les tenants et les aboutissants et qu'ils puissent se dire... Là, j'y vais, mais j'y vais en connaissance de cause, j'y vais en étant accompagné, je connais les interlocuteurs, je connais mes moyens, je connais mes limites, je les ai identifiées et je sais où je veux aller. Où je veux aller, c'est souvent sur ce point qu'on aide les élus à travailler. Où voulez-vous vous rendre? Qu'est-ce que vous voulez faire? C'est quoi votre projet? Et quand vous l'avez bien conçu, on vous dit c'est possible, c'est compliqué, pour nous ça nous paraît impossible, mais on ne dit jamais non, on dit écoutez là, ça paraît quand même un petit peu... ambitieux. C'est ça. Disons que dans tout ça, la connaissance, c'est l'élément essentiel. C'est-à-dire qu'on ne connaît pas, on ne peut pas le gérer. Comment prendre une décision si on n'a pas toutes les cartes en main? Donc, la connaissance dans tous les sens. La connaissance à la fois de l'élu qui doit connaître, qui connaît certainement très bien son territoire, mais qui ne connaît pas forcément les risques auxquels son territoire peut être soumis. Et aussi la connaissance du scientifique qui lui aussi est limité par des processus qu'il a encore... Il y a encore du travail à faire sur pas mal de processus qu'on ne maîtrise pas totalement. Et on a encore beaucoup de travail à faire. Donc avec la modélisation, avec tout ce qu'on peut exister comme outil dont on dispose, on ne peut pas tout résoudre. Le risque, ça serait de se dire, le risque, ça serait le risque. L'erreur, ça serait de penser qu'on va faire du risque inverse. C'est des choses qu'on entend beaucoup parler aujourd'hui. Qu'est-ce que c'est C'est-à-dire qu'on s'intéresserait plutôt aux enjeux, au départ, à la vulnérabilité des enjeux. C'est-à-dire qu'on se dit, est-ce que j'ai vraiment des enjeux qui sont vulnérables sur mon territoire? On s'intéresserait au sujet où il y a de la vulnérabilité. Voilà. Ça veut dire qu'on ne se poserait pas la question de l'aménagement global et de sa politique des territoires, et on s'intéresserait simplement à dire, voilà, j'ai créé quelque chose à tel endroit, en quoi c'est vulnérable et à quoi. Et comment je limite comment je limite? Donc ça veut dire simplement qu'on bâtit des défenses contre un avis qu'on a positionné sans réflexion globale.
Et en plus, ça voudrait dire qu'on oublie certains risques qu'on ne voit pas. Ben oui. Parce que souvent dans les politiques... Qui ne sont pas encore là. Quand on parle réchauffement climatique ou changement climatique globaux, les risques aujourd'hui, on commence à les sentir, mais ils ne sont pas pour Pendant certains. longtemps, je commence à être dans les plus anciens maintenant, mais on a une époque, on était dans une politique où on regardait des phénomènes centennales. On était vraiment sur des politiques avec des outils de planification, on va dire centennales ou décennales. Aujourd'hui, on se rend compte que centennales et décennales dans tout ce qui est catastrophe naturelle, ça n'est plus possible parce qu'on a des phénomènes qui se reproduisent de plus en plus souvent. Je parle des CatNat, par exemple, qui est un sujet qui peut toucher beaucoup d'élus, où on se rend compte que... CatNat, catastrophe naturelle. Excusez-moi, catastrophe naturelle. Bon, qu'est-ce qu'un régime? On avait ça le régime CatNat, en fait, où on va pouvoir utiliser certains fonds pour pouvoir rembourser par le biais des assurances, en fait, ceux qui ont été soumis à cette catastrophe. Nonobstant qu'on parle de cette catastrophe, en quoi c'est une catastrophe si ça se renouvelle tous les ans? C'est-à-dire qu'au bout d'un moment, on aura du mal à estimer qu'on est vraiment dans un régime de catastrophe. Donc ça veut dire, c'est tous ces sujets-là aujourd'hui qu'il va falloir commencer à regarder autrement. Et les regarder autrement, c'est se dire, si ce n'est plus une catastrophe et que je dois gérer ça tout le temps, c'est-à-dire tout au long de... moi, je vais être maire et pendant peut-être le temps que je vais être maire, je vais peut-être le connaître 3 fois, alors qu'avant, j'avais des chances de ne pas le connaître du tout. De passer entre les... C'est un petit peu ça, malheureusement. Mais voilà, donc qu'aujourd'hui, c'est quelque chose qu'on doit vraiment avoir à l'esprit. Alors pour ça, bien sûr, il y a des grandes études qui se font à un niveau national qui sont sous la main des ministères, qui permettent justement d'avancer sur les questionnements. Mais après, s'il faut aller tester ces éléments-là, et puis apporter la connaissance, et puis travailler avec les élus, il nous manque un autre échelon, qui aujourd'hui, il n'existe pas, cet échelon. Il n'existe pas. Alors, j'ai bien compris que ça pouvait se mettre en place. Département ou région, c'était un petit peu les premières pistes que vous nous parliez tout à l'heure. Il manque un différenciation territoriale. C'est vraiment, en France, on aime bien faire tout uniforme, tout bien propre, tout bien carré, et tout pareil au même endroit, quel que soit l'endroit du pays. Sauf qu'aujourd'hui, ce n'est pas quelque chose qui est réaliste en termes d'administration territoriale. Les moyens sont différents, les territoires sont différents, et à ce moment-là, pour répondre à des problématiques qui sont différentes, il faut des moyens différents. Sauf qu'aujourd'hui, on est quand même encore, quoi qu'on en dise, et quelles que soient les démonstrations, dans un État qui est très centralisé. Très centralisé, ce n'est pas simplement la faute de l'État, c'est aussi le fait que les élus locaux jouent sur une manière, sur les compétences qu'ils n'ont pas. Et n'en assument pas la responsabilité. C'est important de savoir sur quelles compétences administratives ils peuvent agir. Bien sûr, mais c'est aussi être force de proposition et pas simplement force d'opposition. Il y a une logique qui est une logique de partenariat qui n'exclut pas le débat politique, qui n'exclut pas le débat démocratique, mais qui doit, sur certains sujets, ne pas se retrouver sur la place publique. Et ça, je pense qu'il faut réinventer ce dialogue entre l'échelon national et les échelons locaux pour faire en sorte qu'un collectif d'élus locaux sur un milieu rural dit « nous, on a une idée ». Nous, on a une idée et ce sera ils seront les seuls à trouver que ça convient à leur territoire. Pourquoi est-ce qu'on leur interdirait de mettre en œuvre une telle solution? Alors qu'elle correspond peut-être au territoire et qu'en tout cas, cette solution, elle est portée par les gens du territoire. Si c'est une erreur, on reviendra en arrière. Il faut qu'il y ait aussi un droit à l'erreur, y compris en ingénierie publique. Mais il faut vraiment qu'on prenne en compte cette différenciation territoriale parce que si on ne le fait pas, on ne prendra pas en compte les disparités et on ne prendra pas en compte les différentes typologies de risques. Et c'est vraiment ça où, à mon avis, il ne manque pas un échelon, il manque une souplesse. Oui, c'est de l'équilibre et de la souplesse, en fait. C'est les deux éléments qui sont importants. De la part de l'échelon central, de la part des exécutifs locaux, chacun ayant sa part du gâteau. L'État doit lâcher un peu la bride, les élus locaux doivent un petit peu se responsabiliser sur un certain nombre de sujets, je grossis le trait, mais il faut sortir de cette logique opposition locale-nationale, parce que sur la gestion du risque, c'est simplement pas cohérent. Et comment on peut, pour un élu qui a son mandat qui est fixé, comment on peut assurer une continuité de politique de prévention des risques quand on a un risque que l'élu, tous les 5-6 ans, change? Quel serait le meilleur outil pour ça? C'est le rôle de l'administration, c'est-à-dire l'élu dans un exécutif local, il va donner l'impulsion, il va donner le point à atteindre sur un certain nombre de sujets. L'administration va lui donner les moyens, mais elle va aussi assurer une continuité. C'est quelque chose qu'on fait parfaitement en matière budgétaire, c'est quelque chose qu'on fait parfaitement en matière d'éducation, en matière de jeunesse, en matière d'événementiel. Alors évidemment, il y a des césures. Quand on va commencer à préparer une campagne ou quand les exécutifs se mettent en place, mais c'est des choses qu'aujourd'hui les collectivités territoriales savent gérer. Est-ce que le citoyen peut prendre une part dans cette politique? Alors il le doit, mais je pense que le citoyen, dans la prévention des risques,
il va être un acteur, par exemple sur les réserves communales de sauvegarde, sur les pompiers volontaires, sur les associations de sécurité civile, où là, le citoyen va être un acteur et les territoires ont un rôle à jouer pour favoriser l'entrée du citoyen dans ce dispositif-là. Mais le citoyen est avant tout un interlocuteur. Ce qu'on va attendre du citoyen, c'est qu'il connaisse les risques inhérents à son territoire, pas dans le détail, mais dans les principes, qu'il soit au courant des dispositifs d'alerte et qu'il connaisse la conduite à tenir, les procédures à suivre. Je prends souvent l'exemple des gens qui sont au voisinage des centrales nucléaires. Il y a des distributions de pastilles d'iode. Ce qu'on attend du citoyen, c'est qu'il se fournisse en iode et qu'il sache quoi faire au moment où le risque se réalise. On ne se prononce pas pour ou contre le nucléaire. Nous, enfin, dans la politique de gestion des risques, on est très factuel. On positionne un équipement dont on sait qu'il va potentiellement présenter un risque parce que c'est sur la fiche du bâtiment, on sait qu'il y a cette possibilité, que ça s'est déjà réalisé. Donc on en déduit un certain nombre de mesures. Et dans ce cadre-là, le citoyen est un acteur qui doit être à son niveau, qui a des possibilités d'évolution. Mais c'est vrai que de toute façon, le citoyen, il va falloir aller lui parler. C'est lui le riverain. C'est lui qui va acheter la maison à côté, dans la vallée, à côté de la centrale. C'est pas toujours facile d'aller voir un riverain et de lui dire sur ma commune j'ai des risques. C'est un peu ce qu'on a débattu dès le départ en fait. C'est le fait de dire qu'il ne faut pas non plus amener du stress et de l'inquiétude par rapport au risque. Le risque, c'est la nature, c'est quelque chose qui nous entoure, c'est l'environnement. C'est quelque chose qui a toujours existé, qui existera après nous et qui sera toujours là. Donc ça veut dire qu'à partir de là, c'est simplement qu'à un moment donné, dans une époque où l'urbanisation était faite un peu plus à outrance qu'elle ne l'est faite peut-être aujourd'hui, on avait complètement oublié ce facteur-là. C'est-à-dire que la nature, on pensait la maîtriser. Et la maîtriser sur le long terme en mettant en place tout, on va dire, des parades pour éviter que ces phénomènes puissent nous toucher. Moi, ce que je vois aujourd'hui, ce qui peut manquer aujourd'hui dans ce qui existe, c'est les choix à l'innovation. Parce que ce qu'on est en train de dire là, c'est-à-dire que le concept de résilience, tout ce qu'il y a autour, ça amène justement pour les élus beaucoup d'innovation. C'est-à-dire qu'ils doivent innover sur certaines pratiques. Il y a des choses qu'on essaie de mettre en place actuellement sur le fait de, quand on définit un projet, parce que je ne suis même plus dans le fait de dire on a un projet qui est mis en place sur un territoire et on gère avec ce projet. Admettons qu'on part sur une autre idée, ça veut dire qu'on veut positionner un projet sur un territoire. Aujourd'hui, les seuls moyens qu'on a, c'est qu'on conceptualise le projet et à l'enfin, la demande d'utilité publique, elle arrive à la fin et c'est à la fin en fait, que le citoyen va se prononcer. Ouais. On a donc un problème dans ce genre de choix. C'est-à-dire qu'il faudrait arriver à associer le citoyen beaucoup plus tôt dans le positionnement de ce projet. Mais pour ça, aujourd'hui, il y a des outils qui manquent. Ça veut dire qu'il faudrait arriver à fournir un ensemble de jeux de données qui permettrait surtout à chacun de réfléchir. Je vais donner un exemple. Imaginons qu'on se dise, on a une collectivité, une commune, on va positionner au nord de cette commune un bâtiment type une piscine, quelque chose de très basique, de très simple. Voilà, on le met à tel endroit où c'est intéressant de le mettre là parce qu'on a un terrain qui est facile à l'utiliser, sauf qu'on n'a pas forcément intégré d'autres paramètres qui pourront être en ligne de compte, tout ce qui va être réseau, qui va amener des réseaux d'infrastructures, des réseaux électriques, énergétiques, les gens qui vont venir se déplacer ici, qui après va peut-être développer une activité économique et urbaine autour, et on se retrouve au nord d'une collectivité à avoir à gérer d'ici 20 ans, et ça n'a pas été défini par le maire qui était certainement présent au départ, quelque chose sur lequel on va avoir des risques à prendre en compte, un ensemble d'éléments, alors que si on avait la possibilité d'utiliser des scénarios, je reviens aux histoires de scénarios, on pourrait peut-être avoir une réflexion plus grande et avoir positionné ce projet-là, peut-être pas au nord mais au sud, même si ce n'était pas intéressant au départ. Et du coup, sortir des outils 2D cartographiques et aller vers quelque chose de plus dynamique. Quelque chose de plus dynamique qui permet d'avoir au moins une réflexion quand on n'a pas toute la science pour pouvoir y répondre. Je vous propose qu'on s'arrête là. Notre table ronde, voilà, on a utilisé tout le temps qui nous est imparti, mais on a des questions des internautes. Notamment une question qui rebondit sur l'aspect technicité et un internaute qui demande justement comment concilier politique, parfois démagogie, et technicité de ce thème des risques. Alors ça va être, à mon avis, la clé, ce sont les besoins du territoire. C'est-à-dire qu'un élu, quelle que soit sa couleur politique, c'est une forme d'antenne. Si je devais schématiser. Et donc, il va être, sa force, ça va être de capter les besoins d'un territoire. Le risque, il ne faut pas faire peur, donc c'est rarement vendeur. Par contre, ça peut être intéressant pour un politique à partir du moment où on est capable de proposer une solution innovante ou quelque chose qu'on va faire dans le futur. Donc, la politique, de toute façon, elle sera toujours présente. Et c'est cette compétence-là, justement, qu'on vient chercher chez les élus, la politique au sens, cette possibilité… Prise de décision. Prise de décision et puis média vers les habitants, c'est-à-dire être capable d'aller parler aux habitants.
et être capables d'y aller, ils en sont d'autant plus capables qu'ils n'ont pas le choix à la fin de leur mandat, s'ils veulent être reconduits, il faut qu'ils aillent parler aux habitants. Et donc ils sont en général très forts pour ça. Et c'est pour ça qu'on a besoin d'eux, parce que cette médiation avec les habitants, c'est à eux de la porter, d'abord parce qu'ils sont légitimes, mais ensuite parce qu'ils savent faire. Et c'est en ça où cette technicité, je le disais en début, hein, on ne demande pas aux élus d'être des techniciens. Nous, techniciens, on ne va pas former les élus pour qu'ils nous remplacent à la fin. On va rester là pour les conseiller, pour leur expliquer un certain nombre de choses, pour servir d'interlocuteur avec des échelons nationaux ou locaux techniques et leur expliquer un certain nombre de choses. Une autre question, peut-être. Oui, juste en complément, aujourd'hui avec le ministère, on est en train de travailler sur une cartographie, parce qu'en fait, il y a un élément très simple aujourd'hui, quand on est un élu, on a souvent du mal à savoir qui s'occupe de telle problématique. On en revient aux histoires des compétences. Donc, et de la ces compétences-là, on est en train d'y travailler, on est en train de sortir une cartographie en fait des différents établissements, parce qu'on n'est pas les seuls, le BRGM, à s'occuper de différentes problématiques. Ça peut être les cavités, ça peut être des problèmes de glissement de terrain, de mouvement de terrain. On n'a pas été à l'heure de tout ce qui est problématiques minières, etc., qu'il fallait remonter depuis une mine. Bon. Il y a un ensemble de sujets sur lesquels il y a plusieurs établissements ou plusieurs établissements qui peuvent répondre. Voilà. À cette question. Donc on essaye de mener à bien, en fait, c'est des feuilles de route qui ont été dirigées depuis plus d'1 an, afin d'établir, en fait, sur les différentes thématiques dont je parle là, où est-ce qu'on en était, un état des lieux, les verrous scientifiques qui restent à résoudre aujourd'hui, avec des actions concrètes, et en plus, un document qui va permettre de cartographier qui est présent sur le territoire et qui peut répondre aux questions. Même si c'était déjà connu, on pense que c'est nécessaire de le faire, puisqu'en fait, vu qu'il y a quand même un turnover assez important, en fait, des gens qui représentent en fait, l'État sur le territoire, il faut quand même qu'ils aient cette information le plus souvent possible. Il y a une question peut-être un petit peu similaire sur la collecte des données. Existe-t-il une remontée des données collectées sur le risque vers la préfecture, ou cette collecte est-elle destinée uniquement à la collectivité? Si oui, qui l'autorise? Alors, les risques. Alors, pour être clair, aujourd'hui, il existe une plateforme qui s'appelle GeoRisque, que tout le monde connaît assez bien, parce que les notaires les connaissent souvent très très bien. Donc c'est une plateforme qui permet justement de collecter un ensemble de sujets qui tournent autour de l'aléa. Je vais rester sur le sujet de l'aléa, afin de valider, en fait, d'évaluer en fait à quel type d'aléa en fait le territoire en fait est soumis. Donc ça, c'est aujourd'hui, GeoRisque intègre une bonne partie de ces aléas, mais pas tous. Il en reste encore certains sur lesquels ils ne sont pas présents dans GeoRisque. On parle vraiment des risques naturels dans ce sens-là. Donc ça, toute cette bancarisation et toute cette passe par un inventaire. Et cet inventaire est fait aujourd'hui par différents établissements. C'est-à-dire que ça, on a aussi... On en revient à la multitude On a à régler aujourd'hui, c'est ce qu'on travaille aussi, on a une action menée actuellement sur le sujet, afin de pouvoir bancariser en fait, l'ensemble de ces éléments sur des champs communs. Parce qu'imaginez que moi, je suis un établissement A et je relève les informations de telle manière, et que je suis un établissement B et que je relève les éléments d'une autre manière, on ne va pas pouvoir faire correspondre les deux. Donc il y a des champs communs à trouver, il y a des éléments suffisants et nécessaires à donner justement, parce que GeoRisque est fait pour ça, c'est une plateforme qui permet justement à quelqu'un qui n'est pas un scientifique du domaine de pouvoir trouver de l'information et de pouvoir s'en enrichir. Donc ça, c'est là-dessus qu'on doit travailler. On doit travailler sur des outils qui soient plus faciles à appréhender par ceux qui ne connaissent pas la science et en même temps qui veulent tous dire et qui est un reflet global de la situation et pas seulement d'un établissement qui donne cette information. Eh bien, ce sera le mot de la fin. Je propose qu'on arrête là. Merci, messieurs, d'être venus ce matin échanger avec nous. Nous allons passer à notre troisième table ronde, mais avant, je vous propose de visionner un reportage sur un projet de renaturation d'un cours d'eau en pleine ville. Un reportage de Romain Pernaut en région parisienne. A tout de suite. C'est une rivière devenue fantôme qui, pendant plus d'un siècle, a poursuivi sa lente traversée sous terre, attendant, placide, le jour de son exhumation. Mais l'heure est venue pour la Bièvre de renaître. Un chantier a lieu dans le Val-de-Marne, à Gentilly et à Arcueil, depuis fin 2019, pour déterrer cet affluent oublié de la Seine. Historiquement, la Bièvre a été fermée sur pétition publique. C'était un égout à ciel ouvert. Donc à l'époque, le progrès était de fermer la rivière. Maintenant qu'on a évité ces pollutions, c'est la vraie Bièvre qui va couler, sans apport de polluants. Et le progrès maintenant est là, c'est la reconquête du milieu naturel. La Bièvre, qui prend sa source à Guyancourt, venait initialement se jeter dans la Seine au niveau d'Austerlitz. Polluée à cause de la présence d'ateliers de teinture et de tanneries sur ses rives, elle a été mise en canalisation et redirigée vers le tout-à-l'égout parisien au cours du XXe siècle. Mais entre la mort annoncée du cours d'eau et sa renaissance, le visage de la ville s'est métamorphosé. Et il lui faut aujourd'hui se frayer un chemin dans la banlieue urbanisée. L'idée, c'est de maintenir en fait les deux rives. Donc, il y a un premier engin qui casse tout, un autre qui vient pour emblayer, pour que ensuite les engins puissent venir pour créer ces zones-là qui s'appellent des entonnements.
C'est des zones sur lesquelles en fait, on passe d'un espace naturel à un espace qui est contraint, c'est-à-dire que la rivière redevient enterrée. Donc on a beaucoup de maçonnerie, mais ça c'était essentiel en fait pour pouvoir retenir l'existant de la voirie, les immeubles, le stade qu'on avait au contrebas. Donc là on a dû mettre des pieux profonds, retenir vraiment avec du béton, mais on revient mettre en fait de la terre végétale et on recrée des berges naturelles. Pour rendre son lit à la Bièvre, des murs de soutènement et des colonnes de béton sont plantés à 15 mètres de profondeur sous l'argile du sol. Le tracé du cours d'eau a été pensé en méandre pour stimuler l'écoulement afin de favoriser l'oxygénation de l'eau et le développement de la flore. L'eau va monter à peu près jusqu'au premier rang de pierre. Donc il y a à peu près à 15-20 cm d'eau. On vient planter des plantes qui sont dites hélophytes en fait. Et ces plantes hélophytes, c'est justement des plantes qui résistent soit à avoir les pieds dans l'eau, soit à la dessiccation. En fait, c'est des plantes qui peuvent résister à des grandes périodes de sécheresse et puis avoir des moments où ils ont vraiment les pieds dans l'eau. L'enjeu, il est là, c'est d'offrir un support, un habitat qui permette aussi à la vie en lien avec la rivière de revenir dans ce coin, malgré le milieu urbain très dense qu'on entend et qui est là. Mais il y a un vrai enjeu à faire renaître un habitat de 600 mètres de long. Oui, il va se passer plein de choses, mais c'est dur d'anticiper. Beaucoup, je pense au départ, nous prenaient un peu pour des fous quand on a dit on va faire réapparaître, renaître cette rivière. Cette seconde vie donnée à la Bièvre s'inscrit dans la continuité écologique de la coulée verte Bièvre-Lilac entre Arcueil-Gentilly et Vitry-sur-Seine. À Paris, des projets de réouverture sont à l'étude dans le 13e et le 5e arrondissement, mais aucune mise en chantier n'est prévue pour le moment. De retour sur le plateau, bienvenue à ceux qui nous rejoignent pour cette troisième table ronde de la matinée intitulée « Quand l'économie sociale et solidaire stimule la transition environnementale ». En développant des projets ancrés dans les territoires, l'économie sociale et solidaire est un bon vecteur pour travailler à la complémentarité ville-campagne. Elle permet bien souvent d'initier une transition environnementale utile. Et pour vous le prouver, j'accueille aujourd'hui Floriane Vernet. Bonjour. Bonjour. Vous êtes chargée de mission à l'AVISE, une association qui a pour but de développer l'économie sociale et solidaire dans les territoires. Et Jérôme Sinel, bonjour. Bonjour. Vous êtes directeur d'Interbio Nouvelle-Aquitaine, l'antenne régionale qui représente la filière de l'agriculture biologique. Je vous rappelle que vous pouvez poser vos questions dans notre interface. Nous y répondons à la fin de la table ronde. Alors, Madame Vernet, l'économie sociale et solidaire se développe. On en entend beaucoup parler. C'est un mode d'entreprendre un petit peu particulier. Quels sont les grands principes qui régissent l'économie sociale et solidaire ? Tout à fait. Donc, c'est bien de rappeler que c'est vraiment un mode d'entreprendre autrement qui répond à un certain nombre de critères. Et le premier qui est vraiment central, c'est celui de mettre l'utilité sociale au cœur du projet, au cœur de l'activité de l'entreprise. Et de cela va découler d'autres principes, notamment le fait de rechercher un modèle économique qui soit stable, pérenne pour assurer la mission sociale de l'entreprise, de chercher à avoir une gouvernance démocratique, donc de partager la prise de décision, la prise de responsabilité, et également le fait de rechercher, d'avoir une lucrativité qu'on appelle limitée, c'est-à-dire que la rentabilité n'est effectivement pas une fin en soi, mais vient au service du projet et donc avec un certain nombre de principes qui en découlent, de réinvestir les bénéfices dans l'activité pour mieux répondre aux besoins sociaux qui est l'objet de l'entreprise. Et aujourd'hui, les entreprises de l'ESS, ce sont les associations, les fondations, les mutuelles et les sociétés commerciales. Il y a plusieurs formules. C'est ça. Statut, voilà. C'est défini par une loi, ça a été défini pour la première fois par la loi en 2014. Très bien. On entend beaucoup parler de l'économie sociale et solidaire dans le domaine de l'environnement. Il y a pas mal de missions, en tout cas de missions environnementales qui s'appuient sur l'ESS. Comment vous expliquez que ce secteur de l'environnement irrigue autant l'économie sociale et solidaire ? Les acteurs de l'ESS, en cherchant à répondre à un besoin social, répondent aussi à certains besoins qui sont liés à la protection et la préservation de l'environnement, le fait de chercher à avoir une alimentation durable, de qualité, de permettre l'accès à des services à tous et toutes. Et donc, ça va être des acteurs qui vont chercher à concilier leur utilité sociale avec une utilité environnementale et qui vont travailler dans la coopération avec les acteurs du développement local, par exemple, pour y arriver. Donc, comme c'est un mode d'entreprendre, on peut entreprendre dans l'ESS dans tout. Dans tous les secteurs. Dans tous les secteurs, même dans le secteur agricole, par exemple, avec aujourd'hui pas mal d'acteurs qui s'engagent pour une agriculture durable, de qualité, une agriculture paysanne. Et les acteurs de l'ESS
par toutes ces dimensions que j'ai rappelées avant, permettent de faciliter ces transitions-là. Monsieur Simiel, vous constatez dans le domaine de l'agriculture biologique l'entrée de l'économie sociale et solidaire, comment elle s'en ressent dans votre activité? D'abord, je pense que le mode de production bio favorise, enfin, est un des acteurs de l'économie sociale et solidaire, de par le respect, je dirais, du vivant, de la nature, de l'homme, et donc, on l'espère, de l'économie. Et j'en viens à ce sujet parce que, par exemple, si on parle de commerce équitable en agriculture, en agroalimentaire, c'est l'agriculture biologique qui a porté au départ les préceptes du commerce équitable et qui, aujourd'hui, a contribué, par exemple, à la création de la plateforme du commerce équitable au niveau national. Alors, évidemment, c'est des acteurs économiques divers et variés, mais la majorité sont en agriculture biologique ou fabriquent des produits bio. Donc il y a un lien clair pour moi aussi entre l'agriculture biologique et l'économie sociale et solidaire. Il y a des valeurs communes, on pourrait dire ça? Oui, il y a des valeurs communes, en effet. Je pense qu'il y a l'idée de circuit court, de l'agriculture paysanne, comme vous l'avez souligné, d'installation aussi. L'agriculture biologique permet au niveau local davantage d'installation en agriculture. Voilà. Exactement, donc ça me paraît aussi très important. Peut-être au niveau de l'emploi, du coup, est-ce que l'agriculture biologique est... Tout à fait, elle est créatrice d'emplois. Un agriculteur bio emploie en moyenne 1/3 de plus d'ouvriers. Et puis aujourd'hui, les entreprises de l'agroalimentaire recrutent puisqu'il y a une consommation qui augmente à 2 chiffres. Donc on voit bien l'écho qu'il y a entre les principes de l'économie sociale et solidaire et l'agriculture bio et le besoin qui répond à un besoin de manger sain, de manger local et de recréer des circuits. Quels sont, on va rester sur cet exemple de l'alimentation. Quels sont les atouts de l'économie sociale et solidaire sur un territoire? Pour un territoire, les acteurs de l'ESS représentent un certain nombre d'atouts et notamment, on parlait de l'emploi, ça va être des structures qui vont créer des emplois locaux non délocalisables, qui vont vraiment avoir une attention particulière sur cette question de l'ancrage local pour justement ne pas développer des activités qui n'auraient pas de sens vis-à-vis des dynamiques déjà en cours, du développement socio-économique du territoire. Et donc pour un territoire, avoir des acteurs de l'ESS, c'est une force vive aussi qui va chercher à répondre au mieux aux besoins des habitants, à coopérer. Et vraiment cette fonction pour mener aussi des projets qui sont complexes, parce qu'on parle d'agriculture biologique, on parle de transition, et c'est des choses qui ne peuvent pas se faire en silo. Il y a vraiment un fort besoin de coopération entre différents acteurs, les acteurs du développement local, les acteurs publics, les acteurs privés, les citoyens. Et par leur méthode et leur philosophie d'action, j'ai envie de dire, les acteurs de l'ESS vont favoriser la mutualisation de moyens, d'expertise et finalement la convergence de toutes ces énergies. Du coup, ils sont au cœur, à l'initiative d'une dynamique locale intéressante pour un élu? Pour un élu, tout à fait. Et puis aujourd'hui, en fait, l'économie sociale et solidaire, c'est environ 10% du PIB, c'est 10,5% de l'emploi. Donc c'est important aussi pour les acteurs sur les territoires de se rendre compte que l'ESS est déjà présente. Les associations employeuses créent de l'emploi local. Donc les acteurs sont déjà là, ont parfois des dynamiques de coopération historiques et il suffit parfois simplement de mieux les connaître pour mieux les impliquer dans des projets structurants, d'ampleur et transformateurs pour les territoires. On parle de coopération avec l'économie sociale et solidaire entre acteurs dynamiques. Est-ce que ça aide? Est-ce que c'est ce genre de besoin, de dynamique qui vous aide pour l'agriculture biologique, pour construire des filières au niveau local? Est-ce que ça a été une des sources d'innovation dans votre région? Oui, alors je dirais qu'il y a une loi qui nous a aidés au départ, c'est le Grenelle de l'environnement qui a demandé 20%, qui a comme objectif 20% de bio en restauration collective. Et donc, la filière s'est structurée pour essayer de répondre à ces objectifs avec les collectivités, fournir de la matière première locale, puisque c'est quand même important de se dire qu'on veut 20% de bio, mais 20% de bio local. Et effectivement, on a créé des structures collectives dans notre région, par exemple, composées de producteurs et d'entreprises, pour se fédérer, pour fournir la restauration collective. Donc là, il y a eu un lien clair entre l'économie sociale et solidaire et l'agriculture biologique, parce qu'on a replacé les producteurs et la nourriture au cœur de la collectivité.
Et du coup, ça, quand vous dites structurer la filière, collaboration, ça se traduit quoi? Sur des coopératives de transformation des produits? Oui, alors c'est des coopératives qui collectent les producteurs et qui mettent en marché la matière première pour répondre aux caractéristiques de la restauration collective, donc des gestionnaires de cuisine des collectivités. Donc on est plutôt dans ce cadre-là. Après, on peut aller aussi plus loin dans on va dire, par les collectivités, l'achat de foncier pour essayer d'installer des jeunes agriculteurs sur le territoire. Et comme je vous disais tout à l'heure, l'agriculture biologique, aujourd'hui, un agriculteur sur 3 s'installe en bio, alors qu'il y a un agriculteur sur 10 qui est en bio. Donc on voit quand même qu'il y a une appétence pour le métier de gens qui ne sont pas issus de l'agriculture. Et du coup, cette dynamique de construction de filières, aujourd'hui, elle aboutit à combien? Vous en êtes où par rapport aux objectifs du Grenelle en Nouvelle-Aquitaine? Alors, on est globalement en France en deçà des objectifs du Grenelle. Donc en Nouvelle-Aquitaine, on est à 8,5% de surface agricole en bio, 11% des producteurs, mais on continue la dynamique. Et aujourd'hui, on a de nouveaux objectifs donc, qui sont, je dirais, conformes au plan d'action européen de 25% de bio à l'horizon 2030. Et du coup, au niveau collectivité, est-ce que la demande est là? Est-ce que du coup les collectivités tirent vos projets par la demande et est-ce que toutes les collectivités, tous les services de restauration de Nouvelle-Aquitaine ont un petit peu de bio dans leur Alors menu? un peu beaucoup parce que il y avait les objectifs effectivement en surface où on est en deçà et puis il y a les objectifs en pourcentage de bio en restauration collective et je dirais qu'en Nouvelle-Aquitaine la filière s'est structurée depuis plus de 10 ans et on arrive à des taux intéressants et je dirais que dans les plus grandes villes de la région on a déjà dépassé les 20% de bio. Je prends l'exemple de Bordeaux, du Bordeaux-Sidi-Mérignac, on est à 34% de bio en restauration collective, mais même au-delà dans certaines collectivités, donc il faut qu'on arrive à mettre tout le monde au même niveau pour être en moyenne à plus de 20%. Est-ce que, du coup, on voit bien que là, c'est un exemple d'activité qui peut être encouragée par l'économie sociale et solidaire. On disait tout à l'heure que du coup, l'élu avait tout intérêt à s'intéresser à ces acteurs. Aujourd'hui, est-ce que vous pensez que les élus sont suffisamment sensibilisés à ce mode d'entreprise et aux acteurs de leur territoire sur ce plan-là? Aujourd'hui, il y a des collectivités, des communes ou des intercommunalités qui sont de plus en plus sensibles à ces sujets, qui soutiennent fortement les acteurs de l'économie sociale et solidaire sur leur territoire et de cela, on dégage un certain nombre de dynamiques nouvelles, par exemple dans les territoires ruraux où on voit qu'il peut y avoir la fermeture de certains commerces, le manque de services qui ne sont plus assurés par soit de la puissance publique, soit par les acteurs privés lucratifs, j'ai envie de dire. Classique, voilà. Et comment faire en sorte que dans des territoires, on ait toujours des épiceries, qu'on ait toujours des services de proximité, des services de soins. Et les élus, en tout cas les collectivités qui soutiennent l'ESS pour qu'il y ait des dynamiques qui se créent dans leur territoire, voient émerger des épiceries collaboratives, des cafés associatifs. Et au-delà de la création déjà d'activités économiques, il va y avoir de la création de liens sociaux. Et vraiment cette question de la cohésion sociale sur le territoire. Et on est sur le sujet de la transition écologique et c'est un sujet, le fait de... Pour faire une bonne transition écologique, il faut que ce soit quelque chose d'inclusif, il faut que ce soit partagé et donc ces acteurs de l'ESS travaillent vraiment sur concilier cette transition écologique avec une transition solidaire. Et du coup, comme vous disiez tout à l'heure, ils partent du besoin du territoire. Tout à fait. Donc si en effet, il y a des services qui disparaissent du fait de l'évolution économique du territoire, ils peuvent compenser, monter des projets qui compensent ces pertes. Compenser, oui, alors c'est pas forcément le mot qu'on utilise parce qu'ils peuvent créer aussi des nouvelles choses. Si le dernier commerce n'a pas fonctionné, c'est parce que peut-être son modèle économique n'était pas adapté à la fois aux envies et aux besoins du territoire et aux cultures déjà existantes. Donc ça va vraiment créer des dynamiques nouvelles.
Quels seraient selon vous les points, ce que pourrait faire un élu pour encourager l'économie sociale et solidaire sur son territoire? On voit que ça peut être un très bon outil pour développer une agriculture locale et bio, mais il peut aussi évidemment tirer des bénéfices sur d'autres secteurs. Mais qu'est-ce que vous lui diriez aujourd'hui s'il voulait s'y intéresser et encourager la dynamique de l'économie sociale et solidaire? Déjà bien connaître les acteurs sur son territoire, ça c'est quelque chose qui est important puisque la collectivité peut être vraiment animatrice de son territoire et ça nécessite de bien connaître les acteurs, les réseaux qui existent, de connaître les acteurs qui accompagnent aussi les porteurs de projets, parce que ça va permettre de pouvoir orienter justement de potentiels porteurs de projets vers des dispositifs qui vont permettre de mieux créer son projet, mieux le consolider, ou voilà, le développer. On parlait de l'accès au foncier aussi, ça c'est un sujet assez central pour pouvoir, soit en jouant sur le patrimoine de la collectivité, soit en jouant sur l'inscription des acteurs de l'ESS dans les plans de développement. Je dirais aussi cette question de la co-construction des politiques locales, parce qu'aujourd'hui... Co-construction des politiques locales, alors du coup vous l'envisagez comment? Pas toujours évident pour un élu de concerter, de travailler en... C'est vrai que ce n'est pas quelque chose qui est forcément évident, facile, mais pour autant qui a un véritable intérêt, puisque en allant justement chercher l'expertise vers les acteurs du territoire, c'est ce qui va permettre de construire une action publique qui est adaptée, qui correspond avec un certain nombre d'énergie en jeu. Et cette logique de co-construction des politiques publiques, elle peut se faire de différentes manières. Ça peut être des temps instaurés par la collectivité pour se réunir, ça peut être aller chercher les bons acteurs au bon moment dans l'élaboration des politiques publiques. Et puis un autre levier d'action qui est important, c'est le fait d'inscrire l'ESS dans les outils de contractualisation de la collectivité. Dans ses achats propres, dans ses besoins? Ça peut passer effectivement par la commande publique, parce qu'aujourd'hui, avec cette logique d'achat via des marchés publics, ça tend à créer une certaine concurrence entre les acteurs, et du coup, il y a des acteurs de l'économie sociale et solidaire qui ne peuvent pas répondre à tous les marchés publics. Oui, c'est très très codifié, les marchés publics, c'est pas toujours facile. Mais pour autant, il y a de plus en plus de dispositifs pour permettre à des acteurs de l'ESS de se positionner. Il peut y avoir des marchés réservés, il peut y avoir des clauses sociales, se pencher un petit peu sur tous ces outils alternatifs pour proposer à l'économie sociale et solidaire d'accéder au marché, en tout cas à la commande publique. Oui. Et ce que je pourrais recommander à un élu ou un technicien de collectivité qui s'y intéresse, c'est peut-être de regarder les travaux du RTES, qui est un réseau de collectivités locales engagées pour l'économie sociale et solidaire. Et donc, il y a beaucoup de ressources pour savoir justement, en fonction des compétences de chaque niveau de collectivité, quels sont les leviers d'action. Et puis, aller chercher du retour d'expérience aussi, de voir comment ça se passe ailleurs, comment telle commune s'est engagée pour soutenir les épiceries locales, comment une autre commune ou un département s'est engagé... Partager les expériences, quoi. C'est ça. Monsieur Sinel, tous les conseils que l'on voit émerger, est-ce que du coup, ça serait les mêmes que vous auriez à donner à un élu pour développer l'agriculture biologique? Est-ce qu'il y a un écho dans ce que vous entendez? Oui, je pense qu'il y a... Alors, on a un volet aussi quand même pédagogique, formation. Donc, d'une part, structurer la filière pour qu'il n'y ait pas de déceptif, c'est-à-dire que les élus, lorsqu'ils décident d'incorporer des produits bio en restauration collective, la filière soit en capacité d'y répondre, mais aussi à ce que les gestionnaires, et donc finalement les élus sont donneurs d'ordre des gestionnaires de restauration collective, puissent aussi, dans la rédaction des appels d'offres, puisque c'est ce qu'on évoquait tout à l'heure, mettre en place des caractéristiques techniques des produits qui correspondent aux filières locales. Donc il y a un travail d'accompagnement à faire, c'est notre rôle aussi en tant qu'organisation bio, au niveau régional, d'accompagner les collectivités pour arriver aux objectifs. Est-ce que, quand on regarde l'évolution de l'agriculture biologique sur le territoire, la structuration de la filière, est-ce que vous y voyez une dimension aussi, la relation, c'est ce que je disais un petit peu au début de l'émission, entre la ville et la campagne. Est-ce que c'est un point fort de l'agriculture biologique, cette relation, à vos yeux? La relation entre la ville et la campagne, je pense que... En tout cas, l'intérêt d'avoir structuré la filière et d'avoir
cet objectif de 20% de bio, ça permet aux producteurs d'avoir un lien direct avec les consommateurs, parce que jusqu'alors, on passait quasi exclusivement par des plateformes, des grossistes assez importants, et donc il y avait, c'est toujours le cas, hein, mais là on va vers une dynamique qui permet aux producteurs de rentrer directement en contact avec les élus, avec les convives, et donc ça je pense que c'est un point important pour l'avenir de l'agriculture sur notre territoire. Et donc le lien entre la ville et la campagne. Est-ce que vous auriez d'autres conseils à donner aux élus pour que l'agriculture bio arrive à fournir leurs demandes en matière de restauration collective? Alors, je pense qu'il y a une analyse du territoire à faire pour bien connaître les produits qui sont présents sur les territoires. Donc ça, nous, on peut aider, en tant que représentants des producteurs et des entreprises bio sur le territoire, à identifier les produits qu'ils souhaitent, et puis aussi former les cuisiniers pour les produits locaux, pour l'ensemble des caractéristiques qu'on peut avoir contre le gaspillage aussi, ça me semble important par rapport au lien entre l'économie sociale et solidaire. Donc je pense que le conseil, c'est aussi de se rapprocher des organisations professionnelles bio locales. On en revient à ce qu'on disait tout à l'heure, s'intéresser au territoire, regarder les acteurs qui ont des idées, des projets, les accompagner, et tout ça évidemment pour l'intérêt général, environnemental et social du territoire. Je vous propose que ce soit le mot de la fin et qu'on passe aux questions des internautes. Alors, quelqu'un qui voudrait qu'on... Voilà, même sujet que tout à l'heure, comment les collectivités peuvent-elles soutenir l'économie sociale et solidaire via les marchés publics par exemple? Vous allez commencer à en parler tout à l'heure. Est-ce qu'on peut détailler un peu plus? Alors, je ne suis pas forcément une spécialiste des marchés publics, mais aujourd'hui, il existe un certain nombre de dispositifs comme les clauses sociales et environnementales qui peuvent être intégrées dans la rédaction des appels d'offres, oui, pour justement favoriser la réponse d'acteurs qui vont avoir en tête la création d'activités locales non délocalisables, qui vont... On peut marquer du coup dans le contrat, ça prend quelle forme ces clauses? Je veux faire appel à... C'est un objectif en plus rédigé. D'accord. La personne qui postule au marché public doit répondre à tel et tel objectif sociaux, environnementaux. On peut écrire ça dans les clauses. Ça. Je sais qu'il existe aussi des marchés réservés. Ben voilà, sans forcément connaître, ouais, je vous invite à regarder un peu plus en détail ça. Et puis s'orienter vers regarder de la ressource sur la commande publique responsable, parce qu'aujourd'hui, il y a des acteurs qui s'y intéressent pour justement faire en sorte que ce ne soit pas toujours discriminant, oui, pour accéder à des marchés publics qui sont intéressants, surtout quand on parle d'alimentation locale, quand on parle de tout ça. Est-ce que la question de l'accès au marché public est une question importante pour la filière bio? Oui, je rebondis sur la question parce qu'il peut y avoir aussi des caractéristiques de cadence de livraison, de kilométrage et aussi de contenant qui permet, si on le prépare bien, à ce que les lots de la restauration collective correspondent aux caractéristiques locales des productions bio, quoi. Ah voilà, mettre en accord ce qui est écrit, ce qu'on demande dans le contrat avec ce que... Évidemment, la filière locale peut donner. D'accord. Une autre question, c'est vrai qu'on a parlé beaucoup de l'agriculture bio aujourd'hui parce que c'était le volet alimentation, on voulait illustrer l'économie sociale et solidaire avec ce volet, mais comme on l'a dit tout à l'heure, l'économie sociale et solidaire, elle est active dans d'autres secteurs. Est-ce que vous pourriez nous donner les activités dans lesquelles elle s'implique également, autres que l'alimentation? Oui, alors elle est présente dans tous les secteurs d'activité, vraiment. Historiquement, par exemple, elle est très impliquée dans l'économie circulaire, dont on parle aussi beaucoup aujourd'hui, oui, puisqu'on est dans cette question de transition. Ce sont des acteurs qui ont initialement porté tout ce qui concerne les chantiers d'insertion, par exemple, avec tout le volet de l'insertion par l'activité économique, et qui ont du coup développé des activités pour lutter contre le gaspillage tout en ayant cette attention à l'insertion sociale professionnelle des personnes. C'est des secteurs d'activité qui peuvent être dans l'éducation, qui peuvent être dans la santé, qui peuvent être dans la transition énergétique aussi. Aujourd'hui, il y a des coopératives de production d'énergie locale citoyenne qui se créent. Donc ce sont des formes de l'économie sociale et solidaire qui portent ces dynamiques-là.
On a une multitude de domaines dans le sport et loisirs aussi, dans le tourisme. D'accord, donc ça se développe sous plein de... C'est un mode d'entreprendre. Au final, quel que soit le projet, mais quel que soit le secteur d'activité, les acteurs de l'économie sociale et solidaire sont présents. Et peut-être une dernière question, comment peut-on former les agents territoriaux pour améliorer leur connaissance des acteurs de l'ESS du territoire? Est-ce qu'il y a des formations? Alors, il y a beaucoup de ressources qui existent. Nous, à la VISE, on porte un centre national de ressources sur l'économie sociale et solidaire. Donc, on va travailler pour produire des guides, des fiches retour d'expérience. Il va y avoir... Donc, s'inspirer via ces ressources existantes. Tout à l'heure, je parlais des ressources du RTES. Oui, on en a parlé tout à l'heure. Et aujourd'hui, quelque chose qui se fait beaucoup, c'est la question des visites apprenantes. Donc, ne pas hésiter à justement aller mobiliser d'autres acteurs qui font pour aller voir comment ça se passe sur place, et soit par des organismes qui le proposent, soit simplement en prenant contact. Vous disiez tout à l'heure d'ailleurs qu'il y a des organismes qui accompagnent les porteurs de projets. Est-ce qu'eux peuvent être aussi des bons intermédiaires pour l'élu pour mieux connaître du coup la dynamique? Absolument, c'est un échange vraiment pertinent entre les acteurs publics et ces acteurs de l'accompagnement. Aujourd'hui, on parle, par exemple, la création, c'est des incubateurs de projets qui sont dédiés aux projets d'économie sociale et solidaire et qui vont pouvoir justement, en accompagnant le porteur de projet, et en connaissant mieux les enjeux du territoire, mieux l'orienter dans la construction de son projet, de lui faire rencontrer des acteurs locaux pour qu'une fois que le projet soit lancé, il soit totalement et pleinement intégré dans les dynamiques économiques déjà existantes du territoire. Et puis il y a aussi un autre dispositif pour les projets déjà lancés qui s'appelle le dispositif local d'accompagnement, le DLA, et qui est un gros dispositif public qui accompagne chaque année des structures en place de l'ESS gratuitement pour consolider leur activité ou en développer d'autres. Et donc, les collectivités peuvent être financeurs de ce DLA. Ah oui, donc elles peuvent aussi agir en soutenant financièrement ce genre de dispositif d'accompagnement. C'est ça, donc soit en soutenant les acteurs de l'ESS, soit en soutenant les acteurs qui accompagnent, et en inscrivant l'ESS aussi dans finalement toutes les politiques locales, parce qu'il n'y a pas un secteur de l'ESS, mais dans l'agriculture, dans l'habitat, dans le lien intergénérationnel, tout ça. Bon, un beau programme pour les élus qui veulent s'y intéresser. Je vous propose qu'on s'arrête là. Merci à tous les deux d'être venus ce matin. C'est la fin de cette matinée consacrée à la résilience territoriale et aux différentes manières de l'aborder pour une collectivité. Merci à tous nos invités. Merci au Salon des maires et des collectivités locales, notre partenaire. Si vous souhaitez approfondir le sujet, rendez-vous au Salon du 16 au 18 novembre prochain à Paris. Et pour information, le prochain numéro d'Actu Environnement, le mensuel, sera également consacré à cette thématique de la résilience. Vous pouvez le demander et le recevoir gracieusement. Il vous suffit de vous inscrire. Merci encore de nous avoir suivis et je vous dis à très bientôt sur Actu Environnement.